Voilà, pour problème de son, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Veilleur au rempart pour l'épisode 3 de la série House of Dragons. Aujourd'hui, je suis donc avec Eridan, que vous connaissez sans doute déjà. Bonjour Eridan. Salut les gens! Et avec Namand, qui fait sa première apparition ici. Salut Namand. Du coup, en attendant un petit peu que tout le monde arrive, que tout le monde soit en place, on va travailler le générique, merci. Du coup, Namand, c'est la première fois que tu es ici. Est-ce que tu veux nous parler de toi, comment tu as connu le Trône de Fer, la série, euh, bref, ta vie, ton œuvre? Eh ben, allons-y. Euh, c'est pas très original, hein. J'ai connu le Trône de Fer via la saison 1 de Game of Thrones. Et disons qu'à la fin du premier épisode, d'une part, je me suis couchée très 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 tard. J'ai bien enchaîné. Et d'autre part, le lendemain, à première heure, j'ai demandé à ce qu'on aille à la librairie pour acheter tout ce qui était sorti déjà en livre. En gros. Juste sur un épisode. Ouais. Enfin, je te dis, après, la nuit a été longue, mais Pas- voilà. Pas excessive, Et c'est bien. comment? Pas excessive du tout, c'est bien. Du tout. Et puis, en fait, le wiki m'a beaucoup sauvée durant ma lecture. Genre, mais attends, c'est qui ce mec? On l'a pas vu. Ah oui, d'accord, on l'a pas vu depuis 2 tomes. On l'avait vu de façon random. Merci la garde de nuit. Et plutôt que de juste feuilleter le wiki de façon anonyme, je me suis inscrite sur le forum. Ça fait un petit moment maintenant, hein. Au moins, je dirais au moins 8-9 ans, si ce n'est plus. On me voit plus traîner dessus, hein, mais 8-9 ans, voilà. beau score. Beau score quand même. 10, entre 8 et 10 ans. Ouais, donc une des premières, je pense, parmi tous les gens qui sont ici. Enfin, sur le Twitch, je pense que tu es une des premières, ouais. Mm. Bravo à toi. Voilà. Et merci. Pour continuer, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur le forum dans la partie entrée dans la danse, notre petit événement blog. Alors, entrée dans la danse. Qu'est-ce qu'on a en ce moment de nouveau depuis la dernière fois? Donc il y a le retour sur l'épisode 3 dont on va parler tout de suite qui a été fait par Corondar. Corondar, grand fan de Dragon, donc vous pouvez aller le lire, ça parle un peu de Fumée des mers. Mais seulement un petit peu, ça va. Il a été sage. On a donc et dans les livres à l'ordre de l'épisode 2 cette fois-ci, qui est sorti, avec 9 points, je crois, qui sont éclaircis dedans. Pour ceux qui ont écrit dedans, au hasard, Eridan, si tu peux si je dis des bêtises, oublie pas de me contredire. Je t'avoue que j'ai pas compté, mais ouais, sûrement 9 points. Ouais, tout à fait, parfaitement. Merci, Ouais. il ne me contredit pas, c'est gentil. Le racluromètre, qui pour le coup est vraiment exclusivement d'Eridan, où il dit plein de méchanceté. On peut y aller aussi, c'est marrant. Et il est toujours de bonne foi, surtout, ça c'est important de le préciser. Ah oui, c'est fait en toute objectivité. C'est incontestable. Les chiffres ne mentent pas. Jamais. Alors, il y a un débat Fumée des mers versus Caraxès. Ça commence bien. Caraxès a un long coup, oui, c'est vrai, il a un long coup, je sais pas ce qu'on peut dire, mais je préfère Fumée des mers, à titre personnel, mais... Et le Bingot, le Bing Odd, pardon, qui est mis à jour pour chaque épisode. Donc là, c'est celui de l'épisode 3 que vous pouvez aller télécharger sur le blog pour faire vos différents jeux à... Il paraît qu'il faut pas dire jeu à boire, donc jeu à ce que vous voulez. Jeu à cocher. Jeu à cocher, ouais. On se contente de cocher la case, bien sagement. On ne boit pas. Non. Jamais. Jamais. Comme moi, de la tisane. De la tisane, comme toi, tout à fait. Ouais. L'avantage des tasses opaques, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a dedans. Team Caraxès. En fait, il y a 3 dragons, il y a déjà 3 teams. Vivement la fin de la série, ça va être marrant quand il y aura 12 dragons et que ça va être là, un débat sans fin. Ouais. J'attends surtout ça, j'avoue. Dans les autres événements, alors qui sont un peu en dehors de la danse des dragons, mais dont je voulais quand même parler sur le blog, le 22 septembre prochain, il y aura un nouvel épisode Twitch des manuscrits de Maître Aemon, ou Aemon, sur les sœurs Carmine. Donc venez, ça va être avec Nymphadora, John et Yoda, si je dis pas de bêtises. Et il y a la newsletter de la garde de nuit qui est maintenant disponible. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par mail les dernières actualités.
Et oui, Sœur Carmine, je vois beaucoup de petits messages, ça a l'air bien comme livre. Le premier tome s'appelle Les complots des corbeaux. Juste pour ça, je voulais le mentionner en fait. Oui, je comprends. Voilà, donc on a fait le petit tour d'horizon. Je sais pas si Eridan ou Naman nous avez quelque chose d'autre à rajouter là-dessus. Non, pas grand-chose. Si vous avez des questions éventuellement dans le chat, n'hésitez pas. Des petites questions sur l'épisode 3. On verra si on a le temps de les traiter et si on peut apporter une réponse en rapport avec ce qu'on trouve dans les livres, hein, bien entendu. Si c'est des trucs qui sont pas dans les livres, on peut juste faire des suppositions et des hypothèses. Mais voilà. Sachant que si on n'y répond pas maintenant, on y répondra sans doute dans l'article qui va en face et dans les livres alors pour l'épisode 3. Exactement, on prévoit d'en sortir un vendredi. On essaye de tenir le rythme. Donc voilà. Alors si, une petite remarque, vu qu'on va passer à l'épisode 3, ce que je peux dire me concernant, c'est que je n'ai pas lu Feu et Sang. Je connais certaines grandes lignes et encore, par exemple, je savais pour le mariage d'Alicent et de Viserys, mais globalement, c'est un peu tout. Voilà. Donc, le regard que je vais avoir peut-être par rapport à certains, il est naïf, on va dire. Et bien ceci étant dit, passons du coup à vos opinions générales sur cet épisode. Je sais pas lequel des deux veut commencer. Namande pour ta première, à ton tour. Allez, allons-y. J'ai bien aimé cet épisode, sincèrement. J'ai trouvé que ça faisait une belle respiration. Le fait de sortir de Port-Réal et des endroits qu'on connaît, avec en plus cette immense forêt, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a, entre guillemets, reposé, sans que ça soit non plus chiant ce qu'on voyait à l'écran. Enfin, toute cette partie, justement, chasse extérieure, j'ai trouvé très sympa. J'ai beaucoup aimé certaines parties du début et de la fin. Ça me prenait aux tripes, en fait, contrairement au début où c'était vraiment, comme je vous disais, la petite parenthèse, la respiration. Le début et la fin, j'avais pas une petite boule à l'estomac, mais j'étais vraiment dedans. Sauf que il y a globalement deux trucs qui sont sortis de l'épisode et de cet état que je trouvais vraiment chouette. Je ressentis ces émotions. Je peux en parler ou vous voulez que j'attende qu'on... Comme tu veux, sauf si tu spoil la suite du live, mais comme tu le sens. Non, alors dans ces cas-là, juste le premier, quand vraiment ce qui m'a sorti du truc au tout début, la scène d'ouverture, c'est le dragon qui écrase Oui. le mec gentil, de l'équipe de Daemon, de la bataille, tout ça. C'était tellement absurde, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que Daemon allait cramer tout le monde, puisque de toute façon, il n'y avait plus rien à sauver. Et ça m'a sorti de la scène. C'est vrai que ça C'est faisait un un peu peu con. gag facile. Namande, on nous dit que ton son est un peu haché. Je sais pas si t'es loin de ton micro ou pas. Alors Si tu peux te attends, rapprocher un petit je vais essayer de rapprocher la pieuvre et vous me direz si c'est mieux. J'ai fait un speed test, ça a l'air d'aller. Et pendant ce temps, Eridan, qu'est-ce que t'as pensé toi de l'épisode? Euh... Tu peux je t'arrêter l'ai là. globalement. Ouais, je vais m'arrêter là. Non, je l'ai globalement bien aimé, très globalement. Moins que le 2. Du coup, je suis un petit peu. Enfin, c'est un peu dommage que j'intervienne sur le troisième Twitch plutôt que sur celui de l'épisode 2, parce que vraiment, j'aurais eu sûrement que des choses positives à dire sur l'épisode 2, mais l'épisode 3, il y a deux, trois petites choses qui m'ont gêné. Il y a des scènes, on va revenir dessus, qui m'ont franchement rebuté. Je vais le dire franchement, je vais le dire honnêtement. Et globalement, moi, j'ai aussi relevé un petit manque de rythme au niveau de l'épisode, c'est-à-dire que je trouve que le temps qu'on passe avec les courtisans dans cette chasse, il est très très long. Ça manque un peu de souffle, un peu de rythme, et j'aurais bien aimé une coupure au beau milieu où on serait retourné sur les degrés de pierre pour continuer à les voir galérer et où on aurait peut-être pu vraiment prendre le temps de présenter l'Aénor Velaryon pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde qui est ce personnage, quelle est sa place au niveau de la maison Velaryon, et peut-être commencer à introduire le fait qu'à un moment donné, ce jeune homme, il va montrer sur un gros dragon, en fait. Là, j'ai vraiment eu l'impression que le moment où on nous révèle qu'en fait, il est dragonnier depuis le début, c'est fait un peu retournement à la Game of Thrones, justement. On attend la fin de l'épisode pour te montrer que, non, en fait, ils avaient un deuxième dragonnier dans leur équipe. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé dans la scène, mais
J'ai eu des retours qui m'ont confirmé que Laenor était quand même pas très bien introduit dans cet épisode. Des gens qui voyaient pas très bien qui c'était, qui n'avaient pas eu le temps de bien le repérer et pour qui du coup ça n'a pas bien marché. Donc voilà, moi juste vraiment ce gros truc-là. Et puis sinon les 10 dernières minutes, mais on en parlera On tout à reviendra. l'heure. C'est vrai que quand sur son dragon, il a un casque en fait et on le reconnaît pas très bien. Je crois que c'est surtout le reproche qui a été fait, c'est qu'on n'est pas sûr de qui c'est quand on sait pas à l'avance qui ça doit être. Il y a Silibul qui nous demande s'il faut pas spoiler Namande. Je pense qu'elle s'est déjà fait spoiler largement par tout le monde. Ça dépend, spoiler quoi? Mais spoiler pas tout quand même. À la fin, il y en a un qui meurt. Non, c'est ce que je disais, j'ai les grandes lignes de certaines choses. Je pense que ce qui se passe au milieu, comment on y arrive à ces grandes lignes, zéro idée. Ou un bébé idée de trois petits incidents. On nous dit spoiler, c'est Bran qui finit roi. Quoi? Je me casse. C'est pas possible, je me casse. Et bien voilà. Ah non, il y a moi mon nom. Voilà, je Bah parle de oui, moi à la tourne troisième autour à personne. toi alors, Ezor. Moi j'ai bien aimé cet épisode. Comme Namande, j'ai bien aimé qu'on sorte un peu du donjon rouge et qu'on voit un peu au-delà des 4 murs. Que ça présente de nouveaux personnages et je trouve que la façon dont les nouveaux personnages sont amenés au fur et à mesure dont plus les épisodes ont besoin de personnages, plus ils les apportent, mais ils apparaissent pas tous d'un coup pour faire du name dropping. Donc je trouve ça pas mal. C'est bien fait, ça prend son temps. Alors il y a comme disait Eridan, il y a quelques scènes qui sortent un peu de l'épisode, mais j'ai toujours l'impression que la série sait où elle va, ce qu'elle fait, et même si c'est pas le meilleur des trois pour l'instant, ça me rassure beaucoup pour la suite. Il y a de très très belles images. Et je me rends compte qu'aucun d'entre nous n'a parlé du côté technique sur la musique ou sur la manière dont c'est filmé. Vous avez un avis dessus, vous ou... La Pas- musique, j'ai adoré celle de fin. Ouais. Elle m'a pris au trip. Et globalement, c'est une réussite pour l'instant. Ah, bah, à part le générique qu'on a déjà parlé la dernière fois. Mais je Oui, trouve ah que bah alors ça. la musique en général, enfin la BO en général de la série, qui était un peu absente sur le premier épisode, on l'entend de plus en plus. Et je la trouve de bonne qualité. Et pour la J'ai réalisation, trop- bah, les vues de la forêt, ça faisait longtemps qu'on Mm. n'avait pas vu ça en fait, hein. Chaque fois c'était. Même dans les dernières saisons de Game of Thrones, de toute façon on voyait rien dans les dernières saisons. Allez, case ronchon numéro 1. Et, et là on voit quelque chose, c'est beau, c'est bien foutu, et ça suffit sans en mettre des caisses. Hmm. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que techniquement, c'est assez technique qui m'a choqué sur l'épisode. Il n'y a pas de moment où je me suis dit, oh là là, ça c'est vraiment moche, c'est mal fait. Bon, oui, il y a quelques effets spéciaux qui tâchent un petit peu sur les animaux notamment, mais globalement, enfin, ça reste pour moi de très très bonne facture. Et puis bon, t'as aussi les costumes qui sont à baver par terre, quoi. Enfin, faut être honnête. La musique, c'est pas ce qui me saute le plus aux oreilles. Et je crois que je commence enfin à identifier le thème de Rhaenyra et qu'il commence à me plaire. Mais ouais, globalement, la musique pour le moment, ça reste très discret pour moi. Et voilà. La musique de Rhaenyra, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui trouvent qu'elle est pas mal, hein. T'es pas tout seul. Moi, je suis comme Eridan, je ne l'ai pas forcément encore très bien identifié. Du coup, merci beaucoup je vais mal le dire, hein, Arca et Non. Je le réécouterai quand elle rentre de la chasse pour identifier ce thème-là. Bon, et bien sur ce, on va passer à un détail un peu plus précis. Du coup, deux petites scènes de décryptage, même si parfois c'est un peu plus que des scènes. Pour commencer, toute la partie de la chasse, qui est pas vraiment une scène, et plus un arc entier presque au sein de l'épisode. Qu'est-ce que vous voulez dire sur cette partie? Ouais, Eridan, à ton tour, pour commencer. Ah, ça va être long. Non, la chasse, il y a quand même énormément de choses à en dire. Ça fait partie de ces moments où tu sens que les showrunners aiment les livres d'origine. Vraiment. Tu vois que ils ont infusé les livres de Martin, et pas la série Game of Thrones, mais vraiment les livres, et qu'ils te sortent
des tas et des tas et des tas de références qui sont dans les bouquins. La chasse particulièrement, et je pense que beaucoup de gens déjà l'ont vu, mais on va le redire, ça renvoie totalement à la chasse de Game of Thrones, à la chasse de Robert, qui part pour tuer un cerf blanc et qui finit tué par un sanglier. Là, dans l'épisode, c'est exactement l'inverse. Enfin, si on veut, on a un Viserys, un roi, qui part à la chasse au cerf blanc, et au final, c'est Rhaenyra qui tue un sanglier au lieu de se faire tuer par lui. D'ailleurs, dans une scène qui est une de ces scènes assez grotesques dont on reparlera tout à l'heure. On aura l'occasion d'y revenir. Nous, on s'est dit que cette chasse, elle était vraiment intéressante à étudier. Et il y avait pas mal de pistes d'interprétation et de décryptage parce qu'on la voit qui est très encadrée, la chasse au cerf, et elle foire, alors que la mort du sanglier, elle, au contraire, elle est complètement imprévue, instinctive. Elle réussit, mais alors vraiment de manière totalement random, j'ai envie de dire. C'est même pas une Euh, chasse, hein. Oui, là, pour le coup, bien sûr, le sanglier, lui, c'est pas une chasse. C'est vraiment juste, il était là, bah, il se fait tuer parce que il a agressé les mauvaises personnes au mauvais moment, au mauvais endroit, tu vois. Moi, la scène en particulier que je vais retenir sur l'ensemble de la chasse, c'est le moment où il découvre, où Viserys découvre que en fait le cerf qu'il pensait être un cerf blanc, donc un symbole de royauté, blabla machin, bah en fait c'est juste un cerf totalement commun. Et tu le vois le tuer alors que la pauvre bestiole, elle est complètement incapable de s'enfuir. Ça m'a beaucoup, beaucoup rappelé l'épisode 1. Je ne sais pas si le parallèle est pertinent, mais ça m'a quand même beaucoup rappelé l'épisode 1 où on a une mise à mort également avec Aemma Arryn qui est pas tuée directement par Viserys, mais qui est tuée sur ordre de Viserys pour le coup, qui est retenu. Là encore, le cerf, lui, il est retenu, il est immobilisé. Euh, la lance de Jason Lannister, elle me fait un peu penser à un symbole phallique et honnêtement, tout chez Jason Lannister me fait penser à un symbole phallique, mais on y reviendra. Euh, je trouve ça assez amusant de mettre ces deux morts en perspective, en fait, parce que tu as dans les deux cas Viserys qui essaye de faire son devoir, et dans les deux cas, tu vois que ça lui coûte, et dans les deux cas, ça provoque la mort. On a là un espèce de simulacre de force et de pouvoir, mais dans lequel il se foire, dans lequel on voit qu'il n'arrive pas à donner le coup de grâce dès le premier coup. Les nobles autour de lui l'applaudissent, mais tu sens que c'est vraiment juste par obligation, quoi. Ils y croient pas. Enfin, le cerf devait être blanc. Finalement, c'est un cerf commun. Euh, la mise à mort est quand même ratée. Et en plus, ça préintroduit quelque chose que moi j'avais déjà remarqué, mais on voit à ce moment-là, au moment où Viserys tient la lance, on voit que il a deux doigts qui se relèvent parce que, bah, en fait, il a deux doigts manquants, donc il peut pas replier ces deux doigts-là sur la lance. Et jusque-là, moi, j'en étais pas complètement sûr. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah oui, d'accord, il cache, depuis le début, il cache ses mains avec ses gants. À aucun moment, on ne le voit déganté pendant toute la chasse. Et en fait, à ce moment-là, le simple fait de tenir la lance et donc d'essayer de faire croire qu'il a du pouvoir et qu'il est puissant, ça nous renvoie complètement à la faiblesse de Viserys, en fait. Il a d'ores et déjà plus ses doigts. Ouais. Petit à petit, on sent que le pouvoir le blesse en fait. Il y a une blessure, Non. puis deux doigts, et puis ça va mal se finir pour lui. Mais pas toute Enfin, voilà. Ouais, pardon. Du coup, ce qui devait être un symbole de force, parce que la mise à mort d'un cerf blanc, c'est un événement assez important. Il faut vous rappeler, le cerf blanc, c'est un animal rare. Même dans le canon de Goth, c'est un animal rare. Enfin, dans le canon des livres. C'est un animal qui est très prisé, qui est censé avoir des vertus magiques. On a tout le mythe arthurien qui parle justement de mise à mort de cerfs blancs. Ce qui devait être un simulacre de force, en fait, ça devient juste un nouveau moment pathétique pour Viserys, et on aura l'occasion de reparler de Viserys et du côté très pathétique du personnage. Mais bah, à nouveau, on est renvoyé au fait que qu'il est foireux, ce roi-là, tout simplement. C'est d'ailleurs renforcé par un truc que tu nous as fait remarquer, Namande, c'est que le fait qu'il boit beaucoup, en fait. Oui. Moi, ça m'a beaucoup rappelé quand même Robert, en fait. En moins grotesque,
plus en ayant pitié, en ayant de la compassion pour lui. Et encore une fois, moi, comme je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai eu très peur de revoir, de réassister à ce qui s'était passé dans Game of Thrones, savoir la mort du roi à la chasse. J'ai vraiment eu ce parallèle entre les deux séries qui était très fort pour moi. Je pense que ils ont le fait de ramener un sanglier au milieu de cette chasse, c'est quand même pas fait pour rien. Mm. Et en parallèle, il y a le fait que Rhaenyra croise le cerf blanc. Je crois qu'il est Steve. Oui, bien sûr, qui est un moment très fort aussi. Euh, Et d'ailleurs, Marjo Mooney pose une question qui est vachement intéressante, je trouve. Est-ce que Viserys n'est pas un peu rassuré que le cerf ne soit pas blanc, comme pour confirmer son choix de Rhaenyra et faire passer Aegon devant? J'y avais pas pensé, c'est assez intéressant. c'est ce que disent les réalisateurs, je crois, dans l'Inside. Ceux qui l'ont vu, si vous pouvez confirmer dans le chat. Dans l'Inside, justement, il semblerait, le Inside the Episode, en fait, les réalisateurs parlent de ce qu'ils ont tourné et ils l'abordent un petit peu de cette manière-là, justement. C'est un peu l'interprétation qu'ils mettent derrière la scène qu'ils ont créée. À savoir que Viserys vient d'avoir un doute quand même parce que tout le monde, là, dans cet épisode, ne lui parle que de ça, l'amène à douter. Euh, et il est un peu rassuré et en même temps, ça l'embête quand même un petit peu que le cerf ne soit pas blanc parce que c'est décevant Parce qu'on lui a quand promis même. un cerf blanc. Bah oui. Et ouais, je trouve que la construction, en tout cas, était vraiment très bien faite et surtout, moi, elle m'a fait vraiment plaisir cette construction autour du cerf blanc parce que Game of Thrones, une des choses que je lui reprochais un petit peu, c'était quand même de délaisser complètement toute la partie mystique et toute la partie symbolique qui était quand même très présente dans l'écriture de Martin et que je trouve moi très intéressante. Là, le fait de redire qu'il y a des présages, bon, la prophétie Targaryen, j'ai déjà dit que j'aimais pas ça, mais dire qu'il y a des présages, montrer qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, comme Otto, mais qui s'en servent, comme Otto, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça nous renvoie à toutes les prophéties fallacieuses qui sont dans les bouquins. Et c'est vachement sympa parce que, effectivement, là, on a un cerf blanc qui était censé être chassé par le roi, qui finit au final par être épargné par la princesse. Comment t'interprètes ça? Tu peux avoir plein d'interprétations possibles. Tu as des gens qui vont dire que effectivement l'apparition du cerf blanc devant Rhaenyra, c'est une confirmation du fait que c'est elle qui est désignée comme héritière, qui c'est une reconnaissance des dieux vis-à-vis de son statut de future reine, ou je sais pas. T'as d'autres gens qui vont lui dire, bah non, c'est juste une coïncidence. Bon, la série t'appelle pas vraiment à penser que c'est une coïncidence, hein. Le montage fonctionne quand même, Non, mais de voilà. sorte à ce que tu comprennes qu'il y a peut-être un symbole derrière. Mais voilà, je trouve ça, enfin vraiment, moi, ça m'a fait très plaisir cette scène-là pour le coup. Ça ramenait quelque chose qui manquait à Game of Thrones et qui, là, dans House of the Dragon, tu sens qu'ils vont essayer d'amener un petit peu de magie, un petit peu de mystique. Alors qu'à la base, le livre s'y prête pas trop parce qu'avec une chronique historique, j'avais un petit peu ce doute, moi, et cette crainte de me dire, toute la partie magique, ils vont être obligés de l'enterrer, en fait, de l'enfouir. À part les dragons, on verra rien d'autre. Là, a priori, ils vont essayer de construire des choses intéressantes, je pense, autour de tout ça. En tout cas, ils peuvent le faire parce que justement la série met ça de côté et toute la partie symbolique, ils sont un peu libres de ce qu'ils vont faire en fait dans les prochains épisodes. Et d'ailleurs, on a une question qui nous dit, pensez-vous qu'il est possible qu'il y ait des variantes entre la série et les livres, mais de façon variante majeure et pas juste pour surprendre? Alors qu'est-ce que variante majeure? Je sais pas trop ce Ah, qu'on peut mettre derrière, mais est-ce que c'est des ouais, voilà, gros c'est ça. changements Qu'est-ce de que c'est qu'une canon? variante majeure? Hmm, C'est vrai que Perso, ça me paraît pas impossible. ça paraît pas impossible, mais Ah est-ce ouais? qu'il y a vraiment Paraît- besoin de ça, ça ça me pour paraît pas surprendre? complètement impossible. Sachant que Feu et Sang n'est pas une œuvre très connue, enfin, il y a beaucoup de gens sur C'est le ça. forum à l'heure actuelle qui nous disent que eux, ils ont lu les livres de la saga principale, ils ont vu la série de la saga principale, ils vont regarder House of the Dragon, mais ils n'ont pas spécialement lu Feu et Sang et ils n'ont pas spécialement envie de le lire. Un peu comme toi d'ailleurs, Namande. Mm. Moi, je n'ai pas lu les. Je suis pas sûre que je voudrais les lire après. Le côté chronique historique, c'est pas ce qui m'attire le plus. Par contre, je suis très contente du coup de découvrir cette histoire facilement avec la série.
qui en plus est pour l'instant, je sais plus qui disait ça dans le chat, relativement fidèle Mm. à ce qui se passe dans les livres, même si ça fait quand même des gros rebonds. Là, il s'est passé du coup 3 ans entre l'épisode 2 et l'épisode 3, donc ça survole quelques passages un peu rapidement pour arriver à ce qu'on sent que les showrunners veulent traiter, c'est-à-dire la danse. Mais pour Mais alors, l'instant, tu vois, Pardon, vas-y. je dis pour l'instant, il n'y a pas de, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de variante majeure, et ça en prend pas vraiment la direction à mon avis. Il y a peut-être sur la caractérisation des personnages où je pense de plus en plus qu'ils vont essayer de créer des personnages beaucoup plus nuancés que ce qu'on pouvait avoir dans le bouquin. Notamment le personnage d'Alicent, j'ai l'impression qu'ils vont le traiter très différemment de ce qu'on peut avoir dans le bouquin. J'ai aussi cette impression-là sur le personnage de Daemon, un peu Rhaenyra. Euh, Moi, j'attends vraiment de voir. À la fin de la première saison, on se rendra mieux compte. Ça aboutira peut-être aux mêmes conclusions et aux mêmes trames au final, mais j'ai l'impression que les personnages vont être assez différents de leur caractérisation des livres. Et ça peut créer quelque chose de vraiment intéressant, je pense. Tiens, sinon, je viens de voir Ouais. passer quelque chose dans le chat qui m'intéresse pas mal par rapport à ce qu'on disait sur la chasse et sur les cerfs. Il y a des gens qui nous font remarquer, et c'est une question que j'ai vue d'ailleurs par ailleurs sur les réseaux sociaux, que Rhaenyra ne tue pas le cerf et que du coup ça affaiblit un petit peu la portée du présage. Oui, ça l'affaiblit politiquement, ça l'affaiblit par rapport aux gens de son univers à elle, mais pas par rapport aux spectateurs déjà, de un. Et puis, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle ne cherche pas à se l'accaparer, ce présage-là, Rhaenyra. Elle n'en a a priori pas besoin, ou en tout cas, elle estime ne pas en avoir besoin. C'est peut-être une erreur de sa part, mais elle essaye pas de se l'accaparer. Elle l'a vu, mais elle en parle à personne. Il y a que elle et Kristen, finalement, qui ont vu ce cerf, et ils éprouvent pas particulièrement le besoin de répandre l'info autour d'eux. Là encore, je trouve ça assez intéressant parce que ça crée un message qui est vraiment que à l'adresse des spectateurs et qui va pas être justement repris à des fins politiques, en tout cas pas pour le moment, par Rhaenyra dans l'histoire. Oui, elle Moi, se je le vois comme ça. surélève en fait. Moralement, elle se surélève par rapport aux autres. Ça lui arrive Bah oui. Exactement. dessus, elle ne le tue pas. Les autres sont là à chasser comme pas possible, à tenir la bête pour une sorte de cérémonie, en tuant le cerf avec une arme d'apparat, en montrant exactement comment il faut faire. Elle n'a pas besoin de ça. Alors, elle pourrait en avoir besoin, en fait. C'est vrai Politiquement, que Je pense que c'est aux yeux du. politiquement Ouais. parlant, elle pourrait en avoir besoin, mais j'aime beaucoup l'approche que tu as de dire que moralement, elle est au-dessus de ça et elle s'élève au-dessus de ça. C'est peut-être effectivement ce qu'il faut voir dans le personnage. Bah, aux yeux du spectateur, en tout cas, elle sort un peu plus gagnante que son père de cette histoire. Et je me demande aussi si c'est pas vis-à-vis de Kristen Cole. Parce qu'elle fait ça aussi, il est là quand même. Elle est pas toute seule. Et pour la suite, suivant ce qu'ils vont choisir de faire avec sa relation avec Kristen Cole, ça peut peut-être jouer quelque chose. À voir, hein, Complètement. c'est complètement des hypothèses, mais je pense que on en reparlera. Et forcément, en disant ça, j'ai déclenché. T'as déclenché Yoda. Kristen! Voilà. Oui, je suis assez d'accord. après, on a Silibule aussi qui nous dit, et c'est un point de vue intéressant, pourquoi, enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais je le suppose, pourquoi tuer le cerf alors que elle pense ne plus être héritière, ne plus avoir de légitimité. Du coup, pourquoi assassiner cette pauvre bête? On en revient au côté moralement supérieur. Donc finalement, Rhaenyra a raison et il faut virer tous les autres. Voilà, fin du. Oh, Merci, parlez, abonnez-vous. tiens. Merci, au revoir, abonnez-vous. Non, bon. Je pense qu'on a dit à peu près tout Ah ouais, ce on a qu'on avait bien à dire parlé sur de la la, chasse. sur la chasse, mais il y a une autre scène qui se passe à peu près au même moment, enfin au milieu, qui est la grande discussion que peut avoir le roi qui est à moitié bourré avec ce gentilhomme de Jason Lannister, qui est quand même un personnage absolument parfait. Oui, on a envie de l'adopter. Alors, en fait, je trouve l'acteur excellent dans son rôle de mec à baffer. Voilà. On le voit pas tant que Complètement. ça, c'est la première fois qu'on le voit, je crois, on le voit peut-être vite fait dans l'épisode d'avant, Non. mais même pas. Non. Non. Mais Il marche tout de suite, hein, tête à claque. en 2 minutes, on le déteste en 2 minutes, quoi. Mm.
Ce qui est d'autant plus fort que c'est le même acteur qui joue et Jason Lannister et son frère jumeau. Et personnellement, bon, comme je savais déjà qui c'était avant, je les ai assez vite identifiés, mais je trouve que dans son jeu et dans tout un tas de choses, il a déjà réussi à marquer les deux personnages et à faire en sorte que y en a un, tu le reconnaisses comme étant Jason et l'autre, tu le reconnaisses comme étant Thailand. Alors après, ça va peut-être pas marcher pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça assez fort et assez cool. Moi, je pensais que c'était deux acteurs différents. Voilà, pour te dire, je savais pas que c'était le même. Donc, on va dire qu'il est très fort. Chouette à apprendre. Après, ils ont aussi, enfin, la coupe de cheveux est pas pareil, le costume est pas exactement le même aussi. Ils jouent un peu sur tout ça pour le, Bien sûr, ça aide aussi à la caractérisation, évidemment, forcément. mais même dans les attitudes, même dans les Oui, expressions oui, non, il est pas. faciales, tu as un moment donné où tu les vois l'un à côté de l'autre, Hmm. et je trouvais que c'était plutôt bien fait. Voilà, c'est tout. Mais revenons à la discussion avec Viserys. Ce pauvre petit Viserys il enchaîne quand même deux trois belles punchlines pendant ce, Ouais. Il y en a pendant une qui est sublime et qui est un peu ce dont on va parler, à savoir cette affaire de succession, puisqu'on ne lui parle que de ça avec les 2 ans d'Aegon. Alors, si je peux me permettre, la citation, justement, c'est quand Jason fait comprendre que Rhaenyra est en train de perdre sa place, qu'il peut lui offrir quand même un joli château Castle Rock, qu'elle ne perdra pas trop, et que tout le monde est en train de dire que bah oui, c'est Aegon le futur roi, Mm. l'héritier. Et du coup, Viserys nous dit, euh, pardon, ça y est, je l'ai. I did not decide to name Rhaenyra my heir on a whim. All the lords of the kingdom will do well to remember that. En gros, j'ai pas décidé ça comme ça, et tout le monde ferait bien de s'en souvenir dans le royaume. Elle est vraiment puissante, cette phrase. Ce qui est terrible, c'est Aussi, qu'en fait, on sent ouais. qu'il le, pardon. Ce qui est terrible, c'est qu'on Vas-y, sent au qu'il le contraire. pense tout au long de l'épisode. On sent qu'il n'a pas envie de changer d'héritière parce que pour lui, c'est son choix. Et comme l'a dit Namande, il n'a pas choisi ça au hasard. Mais en fait, il le dit quasiment pas à sa fille. On comprend au cours de l'épisode que ça fait 2 3 ans qu'il lui parle de moins en moins et qu'il lui a pas dit ça. Même dans le fourgon au tout début où il parle avec Alicent qui vient d'accoucher, qui d'ailleurs a une phrase très déplacée sur l'accouchement c'est facile, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est peut-être aussi un moyen pour se rassurer elle-même. Mais bon, oui, je reconnais que c'était Mais un petit c'est vrai peu qu'à ce moment-là, maladroit. enfin, le Viserys aurait pu dire à sa fille je te considère encore comme mon héritière devant sa nouvelle femme, et il le dit pas. Par contre, il le dit là de façon assez claire devant ce Lannister qu'en fait j'aime de plus en plus je vois sa tête, plus je l'aime bien lui. Bah, C'est une tête à pour, claque que j'aime pour bien. moi, j'avais l'impression de revoir Robert, si tu veux. Robert, mais en Lannister, tu vois. Euh, Ah, Robert était il est peut-être moins. beauf, il est bête, il se fait avoir, il tombe dans le panneau, mais il est rigolo quand même à détester. Bon, on en reparlera de toute façon de Oui, c'est ça, Jason tout à l'heure. il a quand même un petit côté drôle tellement il est un manque de tact absolu quand même. Exactement. Et à côté de ça, on nous dit effectivement il y a Braden V qui nous dit dans le chat, et il y a Otto à côté, Otto le forceur qui va absolument caser son petit-fils quelque part dans l'affaire Ah, il va falloir qu'on en parle ça pour- parce que je suis moyennement d'accord avec vous, les amis. On parlera, Moyennement d'accord avec vous. Silibule, de la scène où il doute après, t'inquiète pas, on y vient. Ouais. Donc en fait, oui, tout ça pour finir sur cette scène-là, il y a quand même plein de punchlines du roi qui est lui sûr de son coup. Et à côté de ça, tout le monde veut lui faire changer soit d'héritière, soit faire marier sa fille absolument avec tout et n'importe qui pour s'assurer un lien, même indirect, avec la famille royale. Euh, Typiquement. Et alors, Ah, Oui, pardon, vas-y, pardon, Namande. j'allais dire, vis-à-vis de ça, tout le monde est en train de supposer que parce qu'il y a un héritier mâle, c'est lui qui devient le futur roi. Est-ce qu'on a un précédent dans la saga, dans l'univers, d'une femme dans la lignée Targaryen qui a régné? Puisque Adorn, on sait que c'est possible. D'ailleurs, on nous met pas mal Nymeria en avant dans le bois sacré. Donc, hmm. qu'est-ce qu'il en est côté Westeros, hors d'Orne?
Dans les 7 couronnes, pour le coup, c'est niet. Les femmes n'ont pas accès au trône de fer, de quelque manière que ce soit. Tous les précédents excluent les femmes, mais vraiment tous, du trône de fer. Et pour le coup, c'est vrai que depuis toujours, toutes les fois où il y a un roi qui a eu d'abord une fille, et seulement ça, bah, ça a posé des problèmes. Ça a été le cas d'Aenys, ça a été le cas aussi, je crois, de Jaehaerys au tout début, quand il n'a que Daenerys comme enfant. Ça pose un problème, ça pose une question de succession. Qui va succéder au roi? Et à la fin, ils finissent tous par avoir un fils, et c'est toujours le fils qui est préféré à la fille. C'est vraiment la tradition du premier fils né qui monte sur le trône. D'ailleurs, c'est une loi qui s'impose un petit peu à l'ensemble de cette couronne, hein, en réalité, à l'exception faite de Dorne, comme tu le rappelais. Bran est légitime avant Sansa, par exemple, à devenir roi du Nord, alors qu'elle est plus âgée que lui. Je prends un exemple comme ça, mais il y en a pléthore d'autres. Enfin, Tyrion est censé être l'héritier de Tywin pendant les 3 premiers livres, alors que Cersei est la fille aînée, mais elle passe après lui encore, alors qu'il est nain pourtant. Donc, Et même les Nordiens veulent récupérer Rickon plutôt que d'aller récupérer Sansa ou de la faire exactement. divorcer ou quoi. Ils pensent quand même d'abord à Rickon qui a 3 ans, je crois, ou 4 ans. Enfin, c'est... Ou plutôt 5, je crois, au moment Bref, à la fin des livres, mais peu importe. Non, mais réellement, là, en fait, par contre, il y a quand même quelque chose d'inédit dans la situation qu'on vit. C'est que, oui, ok, maintenant, le roi a un fils. Sauf qu'avant ça, il y a eu quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu le fait qu'il a désigné Rhaenyra comme héritière. Il y a donc un héritier désigné qui passe soit avant, soit après l'héritier légal, en fait. Et ça va poser tout de suite un problème parce que bah, qui est l'héritier dans ce cas de figure-là? Est-ce que c'est l'héritière désignée, ou est-ce que c'est l'héritier qui a pour lui la tradition et bah, on sent que Viserys, lui, il n'a pas changé d'idée. Mais à côté de ça, bah, la plupart des lords, eux, ils ont changé d'idée. Il y a un garçon qui est né, ça y est, c'est bon, Rhaenyra, elle ne compte plus dans le game. C'est le cas de Jason Lannister, mais c'est aussi le cas de Oberyn Hightower, le grand frère d'Otto. Et là encore, ça a une importance parce que si Otto joue les forceurs avec Aegon, c'est parce que son frère, avant ça, au tout début de l'épisode, lui met le doigt dessus. Il lui dit: bon, bah, de toute façon, maintenant, il va falloir que Rhaenyra s'écarte, et il faut que ce soit toi qui explique au roi qu'il doit arrêter avec Rhaenyra et qu'il doit passer à Aegon, et qu'il doit désigner Aegon comme son successeur. Il y a Esclarmonde qui nous dit quelque chose qui est... alors, je demande à Monsieur Wiki. Il dit c'est peut-être pour ça qu'Aegon Ier épouse sa sœur aînée pour éviter les conflits. Je le suppose aussi, oui. Je me demande même si C'était fou de le ton double avis. mariage Visenya-Rhaenys n'est pas une manière de resserrer l'arbre targaryen autour d'une seule et unique branche et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun conflit. Après, ça n'a pas toujours été le cas a priori, hein. On a quand même des Targaryens qui se sont mariés en dehors de leur famille, même pendant le siècle de sang. Heureusement. Mais eh ben, heureusement, comme tu dis. Mais effectivement, c'est bien possible que Aegon se marie avec Visenya pour des raisons purement politiques, parce qu'a priori, ils s'appréciaient pas tant que ça l'un et l'autre. Alors finalement, est-ce que l'idée de Otto de le caler avec son petit-fils, qui est l'autre branche des Targaryens, c'est pas la meilleure idée pour éviter le problème? Si on peut éviter de se refaire une scène type épisode 2. Il y a un traumatisme qui est encore là. Oui, quand même, 12 ans. Ouais, je suis assez d'accord. Mais là, il a pas 12 ans, il en a 2, ça va. Non, mais elle avait 12 ans, la gamine. Oui, Par c'était... rapport à Viserys, Laena Velaryon avait 12 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, elle avait 12 ans. Oui, voilà, c'est ça Avec cette le fameuse malaise. phrase, j'aurais besoin de coucher avec toi jusqu'à mes 14 ans. 17 ans, il y a 15 ans d'écart aussi. Enfin, il marche à peine. Alors oui, ça résoudrait des conflits, mais Ouais, non, Je mais me je pense dois que te dire que politiquement parlant, c'est l'une des solutions les plus sensées.
Mais c'est peut-être le moment de demander aux gens qui ils voient comme parfait match pour Rhaenyra. Mais en tout cas, politiquement parlant, on a taclé très très vite Otto sur le fait que ouais, il essaye de caser son petit-fils, c'est purement de l'ambition, etc. C'est de l'ambition, Connaissant le c'est sûr. personnage, c'est quand même la première chose qui vient à l'esprit. C'est l'ambition, c'est clair. Je vous mets dans le Mais chat il n'y a pas que ça. un petit vote alors sur Straw Poll pour, jouer à Tinder Targaryen. Qui serait le meilleur mari pour Rhaenyra? Vous avez comme choix Aegon, le bébé de 2 ans, Jason Lannister, le gros beauf, Arwyn Ford, qui a l'air d'aimer quand Rhaenyra a du sang plein sur le visage, Laenor Velaryon. Pourquoi pas, hein, on a eu des solides arguments de la part du maître des lois, hein, je suis pas folle. Strong, oui. Lionel Fort, oui, maître des lois. Pas folle. Daemon, quitte à rester dans la famille, ou personne, version Elisabeth Ier. Donc allez voter, on donnera les résultats tout à l'heure. Je leur mettrai régulièrement le lien, vous inquiétez pas si vous le perdez. Moi, pour ma part, je pense que je choisirais... Daemon parce que Matt Smith en fait. Je pense que toutes les réponses vont être Daemon parce que Matt Smith dans toutes les questions qu'il pourrait y avoir par la suite de la série. Donc je suis pas forcément le meilleur pour faire des choix. Franchement, j'ai hésité aussi avec Daemon. Déjà, à l'épisode 1, j'étais en mode, bon alors, tonton, quand même, avec la petite nièce là, je posais des questions. Donc oui, Daemon, j'ai hésité. Finalement, j'aime bien le côté personne. Elle devient Elisabeth Ier. Elle désigne son demi-frère comme comme son héritier. Et hop, les problèmes sont résolus. Ça fait quand même de la branche de Rhaenyra une impasse. Et ça pose un souci qui est celui du remplacement, en fait, tout simplement. Tu vas avoir un Aegon dans cette configuration-là qui, a priori, va avoir envie de récupérer le pouvoir assez rapidement et donc de se débarrasser de sa demi-sœur. Après, c'est jouable, hein. Il y a des personnages qui sont dans ce cas de figure-là. Je pense notamment à ma petite chérie de Jen Arryn, que c'est un personnage que j'adore et qu'on la verra sûrement pas avant la saison 2. Et ça me rend très très triste, mais j'espère vraiment qu'elle sera dans la saison 2 parce qu'elle est trop cool. Mais enfin, le coup de la reine élisabéthaine, par contre, c'est vrai que pour le coup, moi, ça me refait penser au personnage de Sansa Stark, qui à la fin de Game of Thrones se retrouvait à être reine du Nord. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas de descendance, on s'en fiche, on ne sait pas ce que deviendra le Nord après elle. Mais a priori, elle a l'air de le tenir, en tout cas dans les quelques scènes qu'on voit à la toute fin. Donc pourquoi pas? C'est une position difficile à tenir, mais ça peut être tenu. Le problème, c'est vraiment Aegon, parce qu'à côté, il va y avoir des gens qui vont préférer Aegon et puis qui vont soutenir Aegon, quoi, tout simplement. Du coup, c'est pas un problème. Comment? Du coup, c'est pas vraiment un problème, ça serait presque une solution, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, bon, risque d'y avoir quand même. En fait, il risque d'y avoir quand même conflit dans ce cas de figure-là. Si elle prend personne comme époux, il risque d'y avoir conflit. Maintenant, c'est pas compliqué. Tout ce qui a été fait à la fin de Game of Thrones saison 7-8, il faut pas le faire. C'est à peu près simple sur la cohérence. Voilà, ça a été fait comme ça avec Sansa. Je laisse le vote et puis on donnera les résultats. On va passer à la suite et on donnera les résultats tout à l'heure. Sauf si vous avez encore des choses à rajouter sur Jason Lannister. Oui, on va revenir sur lui quand on parlera des personnages. Ouais. Après, c'est vrai que là, en fait, on se retrouve de toute façon à ce moment-là dans une configuration, à la fin de l'épisode 3, dans une configuration assez complexe. Tu as quand même Laenor Velaryon qui désormais est dragonnier, tu as Daemon Targaryen qui désormais est dragonnier, et tu as un Aegon qui est très très jeune, mais qui a une légitimité de malade par rapport à tous les autres. Laenor et Daemon, ils peuvent toujours se reproduire avec d'autres personnes, on ne sait pas qui, mais ils peuvent toujours se reproduire, engendrer, peut-être même avoir des lignées dragonnières de leur côté à eux. On ne sait pas encore, et Naman ne le sait pas non plus d'ailleurs, surtout, de quel côté ça va péter en fait. Quelle branche là il faudrait ramener dans le giron de l'héritière ou quelle autre il faudrait au contraire laisser prospérer. C'est assez compliqué de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, c'est que
Jason Lannister et Arwen Ford qui sont cités comme des potentiels matchs pour Rhaenyra, bah, ils font pas vraiment le poids par rapport aux trois autres. Non, moi, Ouais. pour moi, le seul avantage d'Arin Force, c'est que son père a l'air un peu plus malin et un peu moins ambitieux que les autres. Au moins, Ouais, Papa serait. ouais. On va voir. On verra par la Attends la suite, suite. mais On bon, verra par la suite. on va pas spoiler tout de suite. Passons aux quelques scènes marquantes qu'il y a eu. Alors, il y en avait en même temps beaucoup et pas tant que ça. Du coup, pour faire plaisir à Silibule tout à l'heure, on a choisi cette scène, enfin cet ensemble de scènes où Viserys se met une petite cuite tout seul, et qui bah, est pas marquante par rapport à la dernière fois, par sa réalisation, enfin en tout cas les effets spéciaux qu'on avait pu avoir sur le pont à Père Dragon, voilà, je vais y arriver. Mais je trouve que la façon dont il est présenté le rend un peu pathétique, et c'est l'anti-Robert. Alors de côté où quand Robert buvait et se tapait et riait fort, lui il boit mais parce qu'il est triste, parce qu'il sait pas quoi faire de son royaume, et que l'acteur le joue très très bien. Et il arrive à nous rendre sympathique un personnage qui 2 épisodes plus tôt a décidé de voir sa femme en deux. Oui, complètement. Enfin, je me dis, j'adore regarder les gens se mettre des cuites. Oui, merci, merci Silibule. Et puis, tu as tout ce passage-là aussi devant le. Je sais pas, on peut pas vraiment appeler ça un bûcher, mais tu as tout ce passage-là devant l'espèce de grand brasier. Exactement, merci. On a travaillé les Euh, transitions. où il reparle de ses rêves, où il reparle de prophétie. Et à nouveau, on revient dans quelque chose, enfin, de ce que je citais tout à l'heure avec le cerf blanc, on revient dans l'aspect un petit peu mystique et magique qui faisait défaut à Game of Thrones, surtout sur la fin. Et qui là nous rappelle un petit peu quand même Stannis devant le feu avec sa conseillère rouge juste à côté de lui, non? Surtout quand il dit qu'il a fait un rêve as vivid as this flame. Tu vois, Exactement. Oui, ça revient enfin, sur les visions des je pense Targaryens. que Laure, Mélisande, tout ça. Ça donne vraiment une épaisseur au personnage, mais de toute façon, je pense que bon, cet épisode, déjà le précédent, donnait une assez belle image de Viserys. Je trouve qu'à nouveau, là, cet épisode approfondit vachement et il est pathétique, il est minable, il est nul, il est tout ce que tu veux. Il prend de très Exagère pas quand mauvaises même. décisions, mais on n'a pas envie de le détester, celui-là. Clairement, le côté minable, on a plus de la compassion pour lui, même malgré nous. Parce que comme tu l'as dit, il a quand même ouvert sa femme en deux. Enfin, à un moment donné, il faudrait voir à se le rappeler quand même de ça. Et il tue ce pauvre petit cerf qui avait rien demandé à personne, au lieu de dire non, non, il est pas blanc, ça m'intéresse pas, relâchez-le. Donc voilà, c'est quand même pas une très bonne personne. Non, Mais mais on n'a pas envie de le détester pour ça, quoi. Enfin, il est beaucoup trop pathétique en fait, pour ils ça. ont réussi à lui donner de l'épaisseur sur 2 points, je trouve. C'est d'un côté, il est écrasé par tout son passé, que ce soit, enfin, ses visions et son passé, que ce soit la prophétie dont on nous parle, ses ancêtres. On revient souvent sur Jaehaerys avant, qui était le roi parfait, qui a fait 50 ans de paix, et où tout s'est bien passé, tout il était beau, tout le Mm. monde était gentil. Et en même temps, son incapacité à prendre des décisions devant tout ce qui l'accable, et la politique, ça, c'est pas son truc en fait, hein. Il le dit à un moment, quelqu'un en parlait tout à l'heure dans le chat, que c'est la première fois qu'il sort un fucking politics, alors que d'habitude il se retient. Et là, sous le coup de l'alcool, je sais plus qui disait ça dans le chat, mais je trouve que c'était une bonne remarque. Il se laisse Je aller. suis désolé j'ai oublié le nom. Et il se laisse aller, et on se rend compte que la politique, Mm. bah, c'est pas son truc, ça lui est un peu tombé dessus, comme la misère sur le pauvre monde, alors qu'il avait. En fait, il l'a choisi et il le regrette. Et je pense que c'est un peu ça son thème, c'est qu'il voulait être roi, et maintenant il se rend compte que l'exercice du pouvoir est pas aussi sympa que ça pourrait l'être, au contraire d'un Robert dont on a pu parler tout à l'heure, qui lui aime bien être roi parce que ça lui permet de bouffer, boire et voir ses copains, et puis il laisse tout à sa main. Ah, Viserys se relâche quand même aussi beaucoup, hein. Là-dessus, pardon, mais Viserys est un pitoyable gouvernant et Ah oui, non, ça il est depuis cata. 3 épisodes, hein. Enfin, là encore, Thaïlande. Dites donc, il y a un petit problème mode degré de pierre. Faudrait voir à intervenir. Oui, Chris est absent, c'est moi qui fais les voix aujourd'hui. Et Viserys, ah non, non, je suis désolé, je peux pas, j'ai chasse. Mec, Ah oui, il enfin. aime pas le pouvoir, mais je veux Il dire, aime la pas choisir. différence qu'il y a avec Robert, c'est que
Robert n'aime pas ça et il s'en tape. Lui, il aime pas ça et il se rend compte qu'il Ah fait pas oui, ce qu'il faut. ouais, Ça le pèse. Voilà, ça lui ça lui pèse. Alors, pèse, Ça ouais. lui ça veut pas pèse de dire que. devoir choisir, en fait. Et du Mm. coup, il ne veut pas choisir. Donc, il relègue tout aux autres. Ou à plus tard, comme avec la chasse et les degrés de pierre. Ça a duré 3 ans. On peut attendre 3 jours. Hein. Pourquoi? Allez, il prend des Parce que décisions maintenant. Fais quelque chose. il a eu son moment fort, son moment où il s'est assumé devant Jason Lannister, quand il parlait de sa fille et de son choix d'en faire héritière. Sinon, il s'écrase tout le temps, je trouve. Ah bah, sauf que s'il faut qu'il soit bourré pour prendre des décisions un petit peu péchues, ça va être compliqué, jeune homme. Surtout que je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi j'ai ressenti comme si c'était. Ça n'a pas été dit ça a été dit devant tout le monde, mais pas aux oreilles de tout le monde. Tu n'as pas l'impression que les gens le remarquent. On remarque la dispute qu'il a avec sa fille, qu'il la décrédibilise à fond, mais quand il s'agit de mettre du poing sur la table, il ne le fait pas assez fort. Mm. C'est Il le pas fait assez en et public. pas devant les bonnes personnes. Ouais, voilà. C'est ça. On veut dire Rhaenys, présidente dans le chat. Donc, je crois qu'il y a un fan club en plus du Flat le Casting Oui, Call. Alors, si, si. Rhaenys, elle a l'air très bien parce qu'elle est pas reine en fait. Je pense que c'est. Viserys devait avoir l'air d'un très bon roi tant qu'il était pas roi. Et maintenant, c'est lui. Et alors, un autre bon point de Brynden V qui nous dit il laisse les choses s'envenimer à l'image de ses blessures. Tout à Et fait. bah, c'est une bonne image. Mm. Bah, c'est un roi qui est négligent, en fait, par bien des aspects. Mais c'est vrai qu'ils lui ont donné plus de personnalité que dans les livres où finalement il est pas transparent, mais presque. Bon, c'est un bon vivant, mais qui laisse les choses partir à volo, hein. Clairement, c'est un Robert Bis dans les livres. Il y a peu de choses Voilà. Ils lui ont donné qui quelque chose changent. d'autre. Là, ça amène vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve. Enfin, ils ont réussi à construire autour de lui quelque chose de très intéressant. Bien. Et ben, Avions-nous une autre scène marquante? je sais pas si vous avez envie de Non, parler d'une autre scène absolument. marquante. On peut parler Non, des c'est dragons bon. qui ont de fumer des mers, parce que tout le monde parle de fumer des mers, donc parlons un peu de fumer des mers avant de passer à la suite. Il est beau, Il il est est beau! mignon, il est magnifique. Et il arrive en mode sneaky, personne l'a vu arriver, c'est un dragon qui pèse 40 tonnes. Ouais, j'adore. Bah, en même temps, il est caché par la fumée. Et oui, il y a Et de la oui. fumée dans tous les sens. Donc voilà. Voilà. Ah, On m'a dit que c'est c'est pour ça qu'on normal. avait envoyé lui et pas l'autre, parce que lui, on le voit pas arriver. Voilà, Et ouais. c'est un avion furtif en fait, c'est plus un dragon. Exactement. Euh, du coup, bah, les mouvements Mif-Mouf maintenant. J'aime vraiment beaucoup ce Mif-Mouf, je sais pas qu'est-ce qu'il a trouvé, mais bravo Oh, ça doit à. être Yoda. Bulles. Ah, parce que j'entends parfois si les bulles dire mif-mouf ou alors je confonds complètement. Ah, c'est possible. Bon, ouais, bravo à la personne. Ouais, c'est cool, mif-mouf. Donc dans les Ah bah Mif-Mouf, voilà, c'est pas c'est sur le monsieur, forum. c'est pas. C'est Ah monsieur oui, c'est Silibule. pas. Oh, c'est Euh, pas Yoda, je suis déçu. Ah, mais Hum. il est là en plus. Il y a tellement de Eh ben monde. merci pour Pour la ces moments Mif-Moufitude. mif-mouf, air tonique. Air bref, là, Bah, c'est me Namande, elle nous reconcentrer. avait déjà parlé du dragon qui écrase un petit soldat. Bah, est-ce qu'on peut parler du 100 mètres, Ouais, 100 on mètres va en steeple parler. pour éviter tous les obstacles avec En Ouais. fait, les archers on peut parler Stormtroopers qui tirent partout sauf sur lui. de ça, mais on peut parler de. Déjà, lui, il devrait apprendre des choses à Ricon. Hein. Bon. Bon. Non, mais en fait, je pense qu'on peut parler de toute cette fin. Qui... Ouais. Comment. Enfin, je sais, sur la barque, tout ça, on n'est pas d'accord, Eridan. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce moment où il n'y a que lui, il y a la musique. Encore une fois, elle m'a vraiment fait quelque chose. Il y avait une tension. Et puis après, ça part en couille. Il se met effectivement à courir un sprint. Il y a les Stormtroopers, comme dit Eusor. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est la bataille des bâtards, mais version ratée, quoi. Ah bah déjà qu'elle était pas Il bonne n'y avait pas de version réussite sur déjà. un épisode. Ah ouais, non, quelle déception. Alors, moi, le problème que j'ai avec la barque, c'est que ça aurait dû marcher, ça aurait dû être une scène qui aurait dû m'impacter, et j'ai vu Gendry, et ça m'a saoulé. Je suis Oui. désolé, hein, c'est bête, mais oui, j'ai pensé à Gendry à ce moment-là, et ça m'a sorti de l'épisode, et ça m'a fait brère. Moi, ça m'a pas Bref, choqué la barque parce qu'il non, mais c'est s'énerve avant dans tout son ego tellement surdimensionné parce que attention, mon frère va venir m'aider.
exactement. Je suis pas Non, non, mais content, je vais après, me alors, débrouiller tout seul. C'est plus la bataille en elle-même où il y a 2000 flèches qui lui tombent dessus, il a peine une égratignure au pied. si, Bon, il en a une à un moment. Et puis il l'oublie et 5 minutes puis après, et puis il se remet à courir, c'est n'importe quoi. Non, après, bon, le côté de la barque, au début, ça m'a juste fait sourire, honnêtement. Et après, effectivement, c'est vraiment la bataille en elle-même, moi, qui m'a posé un gros problème. Ça a été dit dans le chat. C'est quoi cette plot armure, bordel? On aime Game of Thrones parce qu'il n'y a pas de plot armure. On aime Game of Thrones parce que lorsque un personnage fait une bêtise, lorsqu'il fait un truc complètement couillon, il se fait dézinguer. Quand Ned se fait confiance à Cersei, bah, il finit la tête tranchée. Bon, là, on se doute tous très bien que Daemon va pas se faire trucider dès l'épisode 3. Et il fait tout pour être trucidé. Alors oui, d'accord, ça fait cool. Mais moi, j'ai pas envie de voir ça, en fait. J'ai pas envie de voir une énième bataille avec un personnage qui fait le Jedi en plein milieu, avec des archers qui tirent à côté, avec toute une armée qui lui fonce dessus, mais il n'y en a pas un qui arrive à lui faire une égratignure. La seule fois où il se fait blesser, il se met à boiter, mais oh bah 2 minutes plus tard, quand il y a les Vélarions qui sont là, ça y est, sa jambe, il n'y a plus de problème. Bah, c'est nul. C'est vraiment, j'ai pas aimé cette bataille. Ça m'a cassé le rythme. Ça m'a cassé tout ce que j'avais aimé dans l'épisode et je l'ai mal vécu. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont très bien vécu et tant mieux pour eux. Moi, ça a vraiment pas marché. Et alors, est-ce qu'on parle de Kragas? Est-ce qu'on parle du combat final, s'il vous on en plaît? parlera tout à l'heure. Pardon, mais Très quel bien. combat? Mais oui, on va en parler tout à l'heure, mais juste quel combat? Bah, je me le demande aussi. Je défendrai ce pauvre Kragas tout à l'heure, promis. Vas-y, essaye. Et alors dans les autres scènes, mais tout à l'heure, Eridan on a un petit peu parlé Alors, aussi. pardon, Pas- Ouais, je l'ai déjà je me Vas-y, évoqué. permets vas-y, juste pardon, une vas-y, je toute suis désolé. petite question parce que à la maison, nous, on a eu un petit débat avec mon cher et tendre. Pour moi, c'était totalement calculé ce que faisait Damon. C'était le côté appât dont on parlait au conseil. Et Ouais. lui m'a juste dit, ben non, en fait, il est hyper vénère, il se barre. Les autres sont en train de rattraper ses conneries, un peu comme la bataille des bâtards au final. Il rattrape ses conneries et regarde justement quand ils sont tous en train d'arriver, il a l'air surpris. Je ne sais Moi, je, pas si vous vous êtes posé la question ou si dans le chat certains se sont posé la question. je me suis posé la question, mais en revoyant l'épisode, il y a quand même leur plan, c'est vraiment d'envoyer, enfin c'est en tout cas le plan de Laenor, c'est vraiment d'envoyer Daemon, et il le cite, il dit qu'il veut envoyer Daemon en appât pour les faire sortir des caves. Hmm. Daemon s'énerve parce que, alors soit parce qu'il veut pas que son grand frère vienne l'aider, soit parce que ce que nous dit clairement, est-ce qu'il est pas juste vexé que 2000 mecs et 3 navires, ça soit ridicule comme aide. Moi je pense qu'il est juste vexé parce que il est en train de perdre et qu'il voudrait surtout pas qu'on dise qu'il est perdu et que ce soit son frère qui ait gagné, alors que ça fait 3 ans Hmm. qu'il est en train de se battre. Et puis qu'il a Ouais, un je suis gros d'accord. ego quand même. Et je pense qu'il Et suit ce plan-là, mais il le met en application parce que c'est quand même suicidaire, uniquement parce qu'il est orgueilleux, hein. Ouais, je pensais un peu comme toi. Pour moi, c'était sa guerre, c'était enfin son occasion de briller. Et Viserys lui annonce qu'en fait, bah, il va venir lui sauver les miches, quoi. Alors Pour finalement, quelqu'un Viserys d'aussi n'arrivera arrogant pas. que Daemon, ça doit être dur à encaisser. Après, je reconnais que j'ai vu passer cette critique et je suis entièrement d'accord avec elle. 3 ans à galérer, 5 minutes pour finir la guerre. Il n'y a pas comme un problème dans la construction, là encore. Enfin, bon, Qu'est-ce que vous voulez? Je suis déçu par cette bataille. Je suis déçu par cette bataille. On va pas se refaire non plus. Non, mais enfin, en tout cas, les deux points de vue sont possibles, je pense. Et c'est volontairement mis un peu dans le flou. De toute façon, toute la bataille est plus ou moins dans le flou. On sait pas trop ce qui. Bref. Bon, après, on sait que c'est la triarchie en général. On voit bien que les ennemis c'est plus des faire-valoir. Ce qui compte là-dedans, c'est Daemon, c'est Complètement. son ego et c'est toute la famille Velaryon à côté. Là, c'est la triarchie, c'est Kragas. Ça pourrait être Jean. Ah, ça pourrait être Jean-Pierre Pernaut si tu Oui, veux, hein, voilà. honnêtement. Tu mets n'importe qui en On s'en face, fout. on s'en fiche, Ils sont clairement. juste là pour se faire découper en deux et faire voir C'est ça. On va faire que les construire autres les autres. galèrent sur leur caillou. Bon, je Il y a, pense que j'en il y a Stéphou reparlerai au qui voulait moment une de bataille Kragas, mais je navale. trouve ça un peu dommage. On aura sans doute des batailles navales à un moment dans la série. Ils ont fait des beaux bateaux, ils vont bien faire des batailles navales. Voilà.
Et donc deuxième scène un peu Miss Mouf aussi. Et c'est un peu dans le même type, on va dire, les scènes d'action. Ouais, c'est un peu dans le même délire. C'est quoi ce sanglier? Qu'est-ce que Rhaeny- ça fout là? Rhaenyra, je veux bien, elle est badass, hein, mais un sanglier de 200 kilos qu'elle arrête toute seule. Non, non, je suis C'est désolé, toujours c'est pas bâtard. possible. Comment, un amende, pardon? C'est pas très plausible et encore une fois, tu sors du truc. Tu sors de l'épisode. Oui, complètement. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, il n'y a pas besoin d'être grand clair ou de connaître 100 000 trucs sur la chasse au sanglier pour savoir que un sanglier, ça se tue pas comme ça. Et pour savoir que normalement, là, euh, Criston est mort. Et je pense que Rhaenyra est morte aussi, si ça s'était vraiment passé comme il te le montre Alors à Criston, il a quand l'intérieur. même sa grosse armure matelassée pour absorber les chocs. Je veux bien qu'il soit pas mort. Ouais, d'accord. Mais alors, il a aucune blessure, sérieusement? Enfin, C'est non. Criston. Non, non. Criston, il est beau gosse, Ouais, donc il a pas de pardon, c'est blessure. vrai. Il est beau gosse, il va encore réussir à gagner des points au racluromètre, c'est le seul, on le sait bien. Non, mais après, moi, si tu veux, ce qui m'a un peu gavé dans cette scène-là, en plus, c'est que vraiment, j'ai l'impression que on a affaire à des gens qui aiment les livres. On a affaire à des gens qui savent écrire des dialogues avec plein de double sens, avec des niveaux de lecture, avec de l'interprétation. On a des gens qui nous offrent un spectacle de qualité. Et pour le moment, sur leurs scènes d'action qui sont censées nous faire vraiment ressentir des choses, et ben moi, c'est vraiment à chaque fois des moments qui me sortent de l'épisode, quoi. Le tournoi de l'épisode 1 est beaucoup trop violent pour être cohérent dans l'univers dans lequel il nous est présenté. Je suis désolé, un tournoi, c'est pas une série de mise à mort. Donc déjà ça, à nouveau, ça pose un problème. La mort du sanglier, elle fonctionne pas, et la bataille juste derrière, elle m'a déçu. Donc je commence à craindre un petit peu. Alors je vais kiffer la série, hein, je le sais déjà, parce qu'il y a plein de bonnes choses à l'intérieur et j'ai envie d'aimer cette série de toute façon. Mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas tous ces trucs décevants qui s'ajoutent dessus, s'il vous plaît. Vous savez faire des belles scènes d'action, j'en suis sûr. Bah, alors faites des belles scènes d'action. Merci beaucoup. On va supposer qu'il les garde pour la suite, pour pas spoiler. Oui, moi j'espère, j'y crois. Et Eridan, tu pourras travailler sur la question qu'on t'a posée, c'est comment t'aurais construit la bataille d'avant, pour qu'elle soit pas aussi mauvaise. Je répondrai pas là tout de suite, il me faudrait le temps Voilà. d'y réfléchir, mais pas comme Travail ça. à Bah, faire, moi, de toute façon, à travail à la partir maison. du moment où tu as un personnage qui a une plot armure comme Jon Snow dans la bataille des bâtards, ou comme Daemon là dans cette bataille de persans, ça me va pas, ça marche pas pour moi. Il y a... Mais bon, j'y réfléchirai, j'essaierai de donner une réponse sur le forum si ça vous amuse. On dit que le vol plané était pas top non plus. Moi j'avais vraiment l'impression de voir le câble derrière qui le tirait en arrière de son... Grave! Eh, Aria, ils ont ressorti le trampoline d'Aria, tu sais. Boing! Bah, attends, faut recycler. Hein. Ouais, mais 20 millions de budget, ils ont pas les moyens de mettre un deuxième truc, ils recyclent, c'est bien. C'est pour l'écologie. C'est pour Ça l'écologie, ne c'est sert à important. rien. Bon voilà, après je sais pas si on a beaucoup de choses à dire sur ces scènes-là, à part Non, qu'elles sont pas nulles non plus, mais elles c'est sont un pas peu ouf, décevant, quoi. voilà. Ouais. C'est un peu feignant, j'ai envie de dire, Ouais. Non, puis, vous pour une parliez tout à l'heure des bêtes qui sont. Enfin, les dragons sont bien faits. Tu vas pas me dire que tu peux pas bien faire un sanglier, s'il te plaît. C'est vrai que on voit que c'est les fake. Oui. Pour les connaisseurs, j'avais l'impression de voir les animaux dans Bayou Bali. Et je suis Quoi? très content d'avoir créé cette T'as osé référence. citer ça? Non, mon Dieu. Les références de la garde de nuit. Ouais, y a pas que. Voilà, on va vite passer à autre chose avant que ça devienne gênant. Grave. Alors, si vous n'avez pas eu Bayou Bali, allez voir si vous avez 7 heures devant vous. C'est très C'est trop intéressant. bien. Et il y a le 3 qui sort bientôt. Bon, on s'éloigne un peu, mais c'est très Oui, non, intéressant. on va rester sur l'épisode 3, justement, du Ah, coup. et sur les personnages qui ont crevé l'écran, on va le dire comme ça. Euh, Euh, alors, on a un peu Ah triché, ouais. Oui. Ouais. mais un duo. Ouais. Le Ouais, duo on est d'accord. Alicent-Viserys, en particulier leur relation et la scène post-chasse où ils se retrouvent tous les deux dans le château au coin du feu, Toujours dans la salle de la maquette. toujours dans la salle de la maquette. Et leur relation entre les deux, c'est vrai qu'elle est complètement différente. Enfin, la Alicent de la série est complètement différente de celle des livres, Mhm. mais il y a un lien qui se crée avec Viserys qui est de plus en plus fort, enfin plus que ses premières discussions où son père l'envoyait dans la robe de sa mère pour aller faire la discussion au roi.
ça Bah, progresse. Pardon, vas-y. j'allais dire, tu parles de progrès, justement, elle s'émancipe un peu, hein. Juste avant, son père lui Ouais. dit dis bien à Viserys de choisir Aegon, hein, fais ton travail. Et elle lui en parle pas du tout. Elle Non. se touche pas les ongles, elle se dérange Mm, pas, mm. elle les triture pas, elle en parle pas de cette histoire d'héritier. Et tu vois justement qu'elle s'émancipe et tu vois leur relation de confiance, la complicité qu'ils ont ensemble. Moi, je trouve que c'est un super duo, ça marche vraiment bien. Je suis très surpris par l'orientation qu'ils prennent parce que c'est pas un gros spoil des livres, mais Alicent dans les livres effectivement elle est pas du tout comme ça. Elle est intrigante. On a l'impression qu'elle aussi elle veut le pouvoir, qu'elle n'est pas juste en pilotage automatique en recommandé par son père. Et là, cette Alicent là, celle qu'ils nous ont présentée, je la trouve vraiment très bien faite. On a toute cette scène au tout début de l'épisode où tu as Viserys qui prépare sa chasse et en même temps on lui parle des degrés de pierre. Et lui, il n'y a qu'un seul truc qui l'obsède, c'est où est Rhaenyra, où est Rhaenyra, personne ne sait. Et qui c'est qui la trouve? Bah finalement, c'est Alicent. Et tu sens qu'elles sont en froid encore désormais, et surtout du fait de Rhaenyra, parce que Alicent, elle dit bah, pourquoi ça doit se passer comme ça? Est-ce qu'on pourrait pas recoudre les morceaux, tout ça? Enfin, elle essaye de faire des efforts. On le voit à d'autres moments d'ailleurs. Elle prend sa défense devant les dames de la cour. À un moment donné, elle dit que si Viserys a choisi Rhaenyra au lieu de Daemon, c'est c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'était ce qu'il y avait à faire. Ou je ne sais plus exactement quelle formule elle utilise, mais en gros, elle dit que c'est pas de la faute de Rhaenyra si Viserys l'a désignée comme héritière. Elle en prend soin en plus de son roi. C'est pas Cersei quoi. Alors oui, effectivement, on a l'échange avec Otto où à un moment donné, il lui demande quand même, tu veux pas que ton fils soit roi quand même? Et où elle lui répond, bah quelle mère ne le voudrait pas. Mais au final, quand elle est devant Viserys, qui lui parle de plein de trucs, qui lui parle de Rhaenyra, qui lui parle aussi des degrés de pierre et de la lettre de Vaemon de Velaryon, bah elle le conseille plutôt intelligemment. Il est Elle est Mm. plutôt de bons conseils. Moi, du coup, j'ai pas l'impression de voir la Alicent et le Viserys des livres. J'ai plus l'impression de voir Jaehaerys et Alysanne avec une espèce de relation de confiance, confidence, et où les décisions se prennent pas mutuellement, parce que c'est quand même Jaja qui a le dernier mot, mais où il y a Son avis compte en tout cas. où son avis compte exactement. C'est c'est vrai que j'avais pas vu mais pourtant, maintenant que tu dis, c'est évident entre Jaja et Alysanne. Il faut qu'on arrête de l'appeler Alors, Jaja d'ailleurs, hein, ce pauvre roi. oui, pardon, Jaehaerys, oui, pour ceux qui Ça fait n'auraient un... pas l'habitude. Mais c'est tellement plus simple à dire Jaja. Puis c'est mignon. Oh oui, pas ça comme rend lui. proche de nous. Donc voilà, c'est vrai que ce duo il est difficile à séparer et je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont l'emmener parce que surtout sur à un moment il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités vis-à-vis de son fils Alicent. Il Et je pense semble que pour qu'il n'a l'instant pas sa de... réponse elle est ouais, dit toute mère aimerait avoir son enfant roi. Je pense que c'est plus pour se débarrasser de son père qu'autre chose. Oui, oui, elle lui dit oui, oui, bah, Oui. bien Que sûr, toujours ah, évidemment. mais à un Bah, moment elle C'est lui un... dit aussi qu'elle veut pas éduquer son fils comme un comme celui voleur, qui ouais. va voler l'héritage de sa demi-sœur. Elle le dit clairement. Oui, c'est vrai. Et c'est suite à sa discussion avec Viserys que Viserys réaffirme auprès de Ah, Rhaenyra que Rhaenyra. c'est Hmm. elle son héritière. Mais encore une fois, il lui dit en cercle fermé, il y a personne pour Ouais. entendre. Ah oui. Et On n'a pas Après. dit qu'il était non plus totalement oui, fut-fut, hein, ça, Viserys. on l'a pas dit et on ne le dira pas. On a dit qu'il était mignon. Jada chez Alors, Jelly. ça dépend. Il y a quand même des choses un peu dégueu hein, chez Viserys. Tu veux Alors, on dire va pas revenir sur le Aemma, doigt? mais voilà, ses doigts. Ceci étant dit, puisque j'ai réussi une superbe transition, les doigts, je trouve ça vachement bien fait. Je disais à quel point la série était riche en interprétation, et là encore, je la trouve très intéressante sur ce qu'elle arrive à créer autour de la main de Viserys et autour de ses doigts. C'est un signe que c'est un roi faible qui s'affaiblit de plus en plus, qu'il essaye de le cacher avec les gants, comme je le disais tout à l'heure, mais que ça trompe pas grand monde. Hein. Moi, perso, je l'avais deviné avec juste les photos promotionnelles de l'épisode. J'avais remarqué à un moment donné que les gants avaient un pli qui n'était pas normal. Et en plus de ça, C'est bah, un psychopathe, clairement, Aegon. on a un roi qui est abîmé
Tu vois, on voit que le pouvoir abîme au sens, là pour le coup, très littéral du terme. Il est abîmé par le pouvoir, d'autant plus que la blessure d'origine vient quand même du trône de fer. Et puis accessoirement, ça me met aussi un petit peu un compte à rebours sur sa tête. Je sens que le truc, bah, il y a un maître qui est intervenu, qui lui a dit oui, oui, t'inquiète pas, les asticots, c'est très bien, ça va te sauver tes doigts, t'en fais pas. Non, clairement, moi je pense que Viserys, on va le voir partir à petit feu, petit à petit. Et à mon avis, c'est un compte à rebours. De plus en plus, ça va s'étendre et puis ça va finir par le consumer totalement, quoi, en fait. Il fait 19-8, c'est ça, et là il a 8. Bon, non, rien, vous écouterez cette blague plus tard, elle était pas si bonne que ça. D'accord, on te fait Par confiance rapport au là-dessus. compte à rebours, c'est Par ça? rapport au nombre de doigts qui lui restait, oui. Oui. En même temps, Oh, Ah, joli, joli. je J'aime disais, bien, en on a fait. une Red Maintenant Bull. que je la comprends. pour repartir sur le côté un peu plus sérieux, oui, effectivement, c'est comme tu dis, hein, on voit que il est affaibli, le pouvoir l'accable, mais quand est-ce qu'il le montre? Quand est-ce que le public, tu peux peut-être le deviner avec les gants, moi j'avais rien vu, quand est-ce Mhm. que le public le voit dans l'intimité avec Alicent? C'est la première fois que tu le vois sans ses gants. Et je Mhm. suis pas sûre qu'il montre ses doigts non plus auprès des autres nobles, Mhm. sans apparat. Il est à nu devant Alicent. Ce serait Ouais. intéressant d'ailleurs de voir s'il reste à nu devant Rhaenyra. Tiens, j'ai pas pensé à vérifier, mais ce serait intéressant de voir s'il continue à avoir les gants comme il les a eus, tu as raison, pendant tout le temps où il était devant les nobles, ou si il est déganté devant sa fille. Bon, après là, on en demande peut-être un peu trop à la série, mais ça m'amuserait. Je vérifierai ça, tiens. Je pense Mais il a les gants devant sa fille, hein. Parce qu'aussi, c'est il bien est possible. dans la salle du conseil restreint, qui est pas une salle. Enfin, il est pas dans ses appartements, quoi. Hmm. Après, c'était fou fait remarquer, il n'a pas complètement tort, il couche avec Alicent. Oui, c'est sûr. Enfin, à partir du moment où tu as une épouse, il y a plein de choses que tu ne peux pas lui cacher. C'est d'ailleurs une des choses qui font que John Connington ne veut pas prendre d'épouse parce que avec sa grise écaille qui commence à lui remonter le long de la main, il n'a pas très envie qu'une femme le sache, même une épouse, et qu'ensuite, là, il répande le bruit au cas de vent, on va dire. Bon, il y a d'autres raisons, mais Ouais, on j'allais va dire, pas s'épiloguer là-dessus. On va rester sur il y Viserys a plutôt. aussi que les femmes l'intéressent pas trop. Oui, accessoirement. Surtout. C'est vrai qu'il y a ça. Ça joue un peu. Bon. Alors, Mais on a un message de Esclarmonde qui dit que Viserys ne semble aimer ni sa femme ni son fils. Je suis pas du tout d'accord. Notamment, alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, quand plus tard dans la scène avec Rhaenyra, il lui parle de sa mère, il lui dit que c'est elle qui a fait de lui un homme, et un peu, tu vois, on voit le côté sentimental du bonhomme quand même. Ouais. Et j'ai peut-être mal interprété, hein, j'ai peut-être mal compris, mais il dit, enfin, Rhaenyra dit à son père que s'il avait dû se marier par avantage, c'est pas Alicent qui l'aurait marié. Du coup, moi, je vois ça comme il a épousé quelqu'un avec qui il se sentait bien. Je suis en fait, d'accord. c'est peut-être même pas de l'amour, c'est plus c'est sa confidente. Et il a épousé sa Ouais. confidente. Tu vois, j'ai pas dit amour, elle dit se sentir bien. Hmm. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mm. Ouais, moi aussi. Je trouve ça d'ailleurs assez intéressant puisque tu en parlais de cette phrase elle a fait de moi un homme, euh, qu'on nous présente ce mariage de Viserys à Aemma comme quelque chose avant tout de politique. Je reviens à Aemma, hein, désolé, mais on n'en a pas assez parlé de cette pauvre femme. Et en fait, tu vois que même à travers un mariage politique, il arrive à trouver, enfin, il y a quand même de la place pour les sentiments. C'est déjà un petit peu ce qu'on voyait avec Eddard et Kathleen. Et c'est un petit peu ce qu'on peut souhaiter finalement à Rhaenyra. Là, en fait, ce qu'il fait, et c'est un geste que je trouve moi assez fort et assez beau pour sa fille, c'est bah vas-y, choisis. Bon, choisis quand même judicieusement, politiquement, faut pas que t'épouses non plus n'importe qui, mais essaye de trouver toi aussi ton bonheur, même si tu sais que de toute façon, c'est un mariage qui est avant tout politique, parce que c'est comme ça que ça se passe.
Bah, il lui dit de faire son devoir, hein, Oui, c'est mais un en même devoir temps, avant tu tout. vois, le mariage est un devoir, mais le choix Oui, du mari, par contre, ça, il lui laisse. Et c'est pas toutes les jeunes filles nobles qui ont cette possibilité-là, tu vois. bah, il y a les enfants d'Aegon 5 qui vont faire ça et, Oui, on sait ce que ça donne. et ça tourne mal, comme on dit. Sinon, j'ai eu quelque chose d'intéressant passé dans le chat, je vais fouiller tout ça. Ah oui, on nous parlait de la Red Wine, rien à voir, mais place du coq à l'âne de l'autre personnage un peu marrant qui a une petite apparition rapide, Ah oui. mais j'ai oublié son prénom. Lady Jocelyne. Red, Joseline. Joseline, avec son Ouais, petit chien. ouais. Jocelyne Redwin. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dans les questions auxquelles on va répondre pour l'épisode 3, il y a un petit trombinoscope de la cour des courtisans qu'on peut voir au cours de cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cet article quand il sortira. Eh bien, voilà qui est dit. Je sais pas si vous avez autre chose à dire sur ce duo-là, Alicent Viserys. Moi, vraiment, il m'a beaucoup plu. Je les aime. Et je les aime, voilà, je les aime beaucoup, même s'ils font plein d'erreurs et que. J'aime beaucoup Alicent, un peu moins Viserys. Et parce qu'il attire la pitié. Il Non, attire la bah du pitié et coup, pas que. on Mais peut peut-être passer au personnage bof, du coup. du coup, voilà, le perdant. Et alors, quelle surprise, attention. Voilà, Oh! notre. Moi, je voulais que la perdante, ce soit Rhaenys, parce qu'elle est pas là. C'est trop nul qu'elle soit Oui. pas là, Mais du coup, Rhaenys. j'allais pas mettre une image vide pour quelqu'un qui est pas là. Ça Ça aurait aurait été été bizarre. original. Mais oui, Rhaenys, c'est vrai quand elle est pas là, ça manque de petites piques. Eh ben, je trouve que Rhaenyra a quand même gentiment mouché les bonnes femmes autour d'Alicent. Et Oui, je me suis dit, allez, c'est bon, petite, tu commences à choper le coup. C'est bien, continue comme ça. T'es sur une bonne lancée. parce que quand elle lui dit que qu'est-ce que vous avez fait pour le royaume à part bouffer des gâteaux. C'est ça, que le petit Exactement. chien appuie son propos. Oui, cette scène est très drôle. Voilà, je trouve que cette scène est très Trahi par drôle son sans chien. être, Oh là là. gaguesque. Au contraire Voilà, du c'est dragon la qui gag. écrase tout le monde au début, là, qui écrase ce pauvre mec accroché à sa planche. Là, voilà, un petit gag, mais qui va bien dans l'histoire et qui apporte quelque chose de plus. Hmm. Mais bon, revenons à ce malheureux Karias qui a. Du coup, il n'y aura pas une seule Je, ligne de dialogue. je pense qu'on va plus en parler, nous, ce soir, que lui n'aura eu de temps d'apparition dans la série. C'est quand même un petit peu fou. Alors, Chris avait Maman, parlé est-ce la que tu semaine veux dernière commencer ou est-ce que je déroule un mon peu de lui fiel déjà. tout de suite? Écoute, moi je trouve juste qu'on a beaucoup monté la mayonnaise sur ce personnage. J'en attendais beaucoup. Alors, je crois que c'est toi qui as remarqué que ni lui ni Damon ne parlaient dans cet épisode. J'étais vachement en attente qu'il y ait une première ligne de dialogue de ce personnage avec Damon. J'aurais trouvé ça hyper puissant. Alors j'ai Bon, vérifié juste pour ça, il parle un tout petit peu au début d'Aemon quand il est sur son dragon et qu'il lui dit viens me chercher, sors de ta caverne, Ah viens me oui, c'est chercher. vrai. Ah non, nous Et on après, parlait de c'est la scène fini, de il dit la plus un fin. mot. À Ah, la mais à fin. la fin, même dans le conseil, hein, quand il fracasse ce pauvre messager qui passait par là, il dit pas un mot. Hmm. Non. Ses seuls mots, c'est au tout début quand il est sur son dragon. Ouais, pardon, je te laisse la main. Non, non, mais t'inquiète, t'as bien fait d'intervenir. Et bref, on a construit une grosse hype, je trouve, autour de ce personnage pour qu'au final, il n'y ait même pas de combat. Ils finissent lamentablement. Enfin, je sais pas, c'était un pétard mouillé, en fait, ce personnage. Ça m'a fait beaucoup penser, pour ceux qui regardent Doctor Who, à des choses que pourrait construire Moffat. Et quand Moffat en a marre de ce qu'il a construit, il le jette. Il le jette et Je ça ressens cette finit, mais... frustration, oui. Ouais, t'es hyper frustré, quoi. Enfin, Bah, Ah, il y en a qui étaient contents de pas avoir de duel, mais moi, bon. Moi, il m'a Vas-y, fait. Aiden. Vas-y, Hézor, vas-y. Non, moi, je voulais dire que j'étais de ceux qui étaient contents qu'il n'y ait pas de duel. Déjà parce que de mémoire dans le livre, le duel est expédié en 2 minutes. Parce qu'en gros, bah, il a une grosse épée Daemon quasi magique, donc le duel est expédié. Et puis finalement,
on sait ce qui va se passer s'il y a ce duel. On sait très bien que Daemon ne va pas perdre contre lui. Ah On oui. sait qu'il va le découper en deux. Donc finalement, qu'est-ce qu'aurait apporté ce duel? Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est toute la scène d'avant et de ce personnage. Alors, muet ou pas muet, d'ailleurs, c'est Ilou Black qui nous demande ça dans le chat. Est-ce qu'il est muet ou pas? Est-ce que sa maladie, qui du coup a été confirmée comme étant la grise écaille par l'acteur, est-ce que c'est ça qui le rend muet? Ou est-ce que juste il a pas envie de parler? Voilà, moi j'ai bien aimé cette opposition des deux qui parlent pas. Alors ouais, effectivement, à part je vais donner à manger à tes crabes au tout début de Daemon, sinon ils disent rien. Il y a une opposition entre les deux qui est sympa et le fait qu'il n'y ait pas de duel, encore une fois, ça montre que c'est plus un faire-valoir pour mettre en avant les Velaryon et Daemon plutôt que pour lui en tant que tel, parce qu'il représente la triarchie dont Mhm. on n'a pas envie de parler. Enfin, non, en tout cas, la série n'a pas envie de parler. Donc il expédie un peu vite, mais je préfère ça qu'un duel mal fait ou mal ficelé qui aurait pris 10 minutes de boum boum pour rien. Mais alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait de duels et est-ce que ça t'a pas manqué parce que toi, tu connais les livres et tu savais que dans les livres, c'était expédié et que ça n'avait pas d'importance? Ou juste au niveau de la réal et de l'écriture, ça te Non, plaît comme ça? j'ai été surpris, mais en bien. Parce que je m'attendais justement à ce qu'on nous mette sous les yeux de force un duel, et on nous le met pas, et ça fait toujours un peu de sang en moins, et ça fait 10 minutes de gagner pour faire autre chose en fait. Parce que ça aurait été pour Ouais, moi du pour temps faire une perdu. bataille nulle, par Alors oui, Ouais, le exemple. problème voilà. c'est pour faire une bataille nulle. Ça, effectivement, c'est Voilà. dommage. Mais je trouve que ça aurait été vraiment du temps perdu parce que je vois pas ce que ça aurait pu apporter. Tu vois. Bah pour moi, tu rabotes la bataille et tu mets un duel entre les deux, ça m'aurait bien convenu, très franchement. Namand parlait d'un pétard mouillé. Moi, ce personnage, je le compare à Smaug de la trilogie du Hobbit. On te l'introduit comme la menace ultime de l'épisode 2, et dans l'épisode 3, il se fait buter salement. Et même là, en plus, il se fait buter très salement parce que c'est hors champ, comme Stannis. C'est assez décevant, je trouve. Dans le sens où, effectivement, la construction qu'ils avaient essayé de mettre autour le déshumanisait énormément, le rendait complètement monstrueux. Tu t'attendais presque à un roi de la nuit ressuscité, ce qui est complètement absurde de mon point de vue. Mais en faire ça, bah c'est ouais, ça mène pas à grand-chose. Alors j'entends parfaitement et effectivement, c'est très juste de dire oui, mais de toute façon, il n'est pas important. Il n'existe pas en tant que tel, il n'est pas important, il est là juste pour créer une opposition à Daemon. Ouais, d'accord, j'entends parfaitement ce point de vue, sauf que bah c'est pas quelque chose d'intéressant en soi, en fait, pour moi. C'est vraiment un ressenti très personnel, mais enfin, ce que j'aime aussi dans l'écriture de Martin, je le disais, c'est qu'il a fait sauter les plots armures, mais c'est aussi qu'à un moment donné, il prend la peine d'humaniser les ennemis. Tu vois, les sauvageons, au début, on te les présente comme les pires monstres qui soient, et bah, finalement, tu te rends compte qu'ils sont humains. Les Dothraki, on te les présente comme des monstres, bah, finalement, tu te rends compte qu'ils ont eu un fond d'humanité, malgré des pratiques qui ne sont pas forcément celles de la société à laquelle on est habitué. Pareil pour les esclavagistes, pareil pour les gens de Kars, pareil pour un peu tout le monde. Si tu prends le temps de fouiller un petit peu, tu te rends compte que il n'y a pas de monstres, il y a juste des humains. Là, moi, j'ai un vrai problème avec la triarchie de manière générale et vraiment ce personnage en particulier. C'est que vraiment, bon, c'est des personnages orientaux et ils ne sont construits que comme des figurants, que comme des faire-valoir qui servent à caractériser Daemon. Et même Missaria, qui est également un personnage oriental, elle existe à peine en tant que telle. Heureusement que l'épisode 2 lui a donné une ligne de dialogue assez marquante pour qu'on s'en souvienne. Mais elle existe à peine en tant que telle. Elle est là uniquement pour le caractériser. J'ai un peu un problème, moi, avec cette construction-là. Vraiment. Et alors, le coup de ce personnage, vraiment, moi, ça m'a fait sortir. Ça m'a fait sortir du truc parce que bah, d'accord, il a la grise écaille. À la limite, enfin, à quoi ça sert de nous le préciser? Et comme on le disait, on s'en fout tellement de ce type que ça pourrait être des brûlures, ça pourrait être autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de venir nous le préciser, même pas dans l'épisode d'ailleurs? Tellement on s'en fout, ils sont obligés de nous donner l'information par un autre canal, tu vois. Moi, ça m'a Et pas en choqué plus, la justement que grise l'information soit écaille, pas moi, donnée. ça me dérange. La grise écaille, ça m'a dérangé parce que c'est pas logique en fait. Une personne qui a la grise écaille, ça devient un homme de pierre et c'est un paria. Il est rejeté par la société parce que la grise écaille, c'est contagieux.
À la Alors, limite, des brûlures, c'est pas contagieux, hein. Donc là, vraiment, le fait d'en faire un lépreux, de se sentir obligé de nous préciser, non, non, allez surtout pas chercher autre chose, c'est vraiment un lépreux, et il continue à diriger des hommes, etc. Mais quelle est la logique? Tous les personnages qui ont la grise écaille le cachent normalement. Jorah est obligé de quitter Daenerys lorsqu'il a la grise écaille. John Connington est obligé de cacher sa main lorsqu'il récupère la grise écaille il est obligé de le cacher pour pas que ça se sache et pour rester auprès d'Aegon. Enfin, je trouve que tout ce qui a été construit autour de ce personnage est très décevant en fait, alors là, tout ça, vraiment. ça a été construit en dehors de l'épisode, en fait. Et ce Ouais, que dit mais même ce Yoda, qu'il y a à c'est l'intérieur de l'acteur qui avait envie de parler de l'épisode lui, me je plaît pas. pense. Je pense que c'est l'acteur qui avait juste envie de parler de sa grise écaille. Et je suis d'accord que le coup de la grise écaille, ce que tu dis sur le fait qu'il devait s'isoler et que c'est contagieux, enfin, c'est pas logique qu'il arrive encore à diriger ses hommes, mais dans le cadre de l'épisode seulement sans regarder les off et les interviews de l'acteur, on n'est pas sûr de ça. On n'est pas C'est sûr de vrai. ce qu'il a, et du coup, ça laisse un peu de profondeur au sens où on sait pas ce qu'il a eu, mais en tout cas, ça lui donne une histoire sans avoir besoin de rajouter des tartines sur ce qui s'est passé avant. Il lui est arrivé des choses, il a eu une vie avant, et Ok, le, alors, le Alors, non-dit permet de créer un peu de profondeur. je vais vraiment rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils l'ont caractérisé avec des moyens très efficaces. Je veux dire, le masque de la harpie, la grise écaille, ça fonctionne. On ne sait pas qui est ce personnage, mais on sent qu'il y a eu un passé. Ok, enfin, ça construit quelque chose autour du personnage. On ne pouvait pas construire autre chose, sérieusement. non, Moi, mais j'ai hâte de voir un mec comme Slaador San, un vrai Slaador San, tu sais, avec des couleurs dans tous les sens, avec de la verve, avec enfin, un personnage vraiment vivant. Là, ça, je suis désolé, c'est un Ça monstre, c'est viendra. un être complètement désincarné, c'est complètement déshumanisé. Et tu dis ça viendra, et je sais très bien à quoi tu fais référence, mais moi, justement, ça me fait peur. Quand je vois que le seul antagoniste qui a été construit pour le moment, c'est ça, un espèce de pseudo roi de la nuit mal gaulé. Bah, je suis désolé, mais je crains beaucoup et j'ai très peur de ne pas voir venir dans la triarchie quelqu'un de vraiment badass comme ce qu'on espère toi et moi. Pour ça, il y a Bref. Orion 642 qui te répond et qui dit ça accentue ce que disait déjà Aerys, le vrai ennemi des Targaryens, c'est les Targaryens, et c'est pas le Ouais, vengeur de là-dessus c'est Bulle. vrai et je crois que c'est Babar qui disait que ça construisait aussi Merci le d'ailleurs. fait d'en faire un monstre, ça créait quelque chose par rapport à Daemon qui faisait qu'on voyait la propre sauvagerie de Daemon à travers ce personnage-là. J'entends ces points de vue. Maintenant, pour moi, la triarchie, les orientaux, Kragas Drahar, tout ça, c'est des ennemis qui sont humains et j'aurais aimé qu'ils soient traités comme des humains et qu'on nous rappelle leur humanité. Là, je trouve qu'ils ont été complètement désincarnés, que les autres, c'est juste des figurants, lui, c'est juste un monstre et c'est pas ce que j'aime. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir. Maintenant, là-dessus, j'entends qu'on puisse ne pas être du même avis que moi, hein. Pas de problème. moi, tu vois, je suis même en train de me demander quel était l'intérêt, au vu de comment ça s'est passé, de donner autant de d'excité, d'histoire, de background à ce personnage pour ce qu'on en a fait. On parlait justement, moi, pourquoi ça m'a manqué la scène de duel? C'est pas parce que, enfin, on comprend effectivement hein, ce qui va se passer et ce qui se passe, mais quel était l'intérêt dans ces cas-là de mettre autant ce personnage en avant si c'était pour que ça finisse comme ça? Et le fait de rajouter ces 10 minutes, enfin, pour vous, ces 10 minutes, ça aurait été une perte de temps de ne pas montrer d'autres choses. Pour moi, ça aurait permis de le mettre un peu plus en avant. Tu vois? C'est juste frustrant, dommage, et j'aurais peut-être préféré dans ces cas-là qu'on en parle juste, que ça soit une figure qu'on mentionne dans des lettres, dans des dialogues, quitte à la fin, il est tellement caractéristique à ce qu'on le voit donner des ordres et que ça se termine comme ça s'est terminé. Ça m'aurait peut-être moins frustré. Non, je comprends ce que tu dis, ouais, c'est enfin, ni fait ni à faire, quoi. Si, si, c'est juste ce que tu allais dire, hein. C'est vraiment un entre-deux, c'est-à-dire que dans l'épisode 2, tu te dis, waouh, ils font venir un vrai méchant très méchant, c'est une menace sérieuse, etc. Bah, paye ta menace sérieuse, quoi. Bah, ça fait 3 Bon. ans qu'ils les tiennent en échec. On va dire que Ouais, non, mais je dis pas c'est qu'il un n'a pas bon eu de bons commandant et un mauvais accomplissements, mais dueliste, je sais pas. regarde, regarde.
Oh, on va arrêter là-dessus. C'est trop beau ça comme conclusion. C'est un bon commandant et un mauvais duelliste. C'est Stanis. Allez, Ouais, la ça même c'est mort casé, en c'est chant. bon. Bravo Ezor. Moi j'ai mes petites checks à passer, hein, donc on peut passer à la suite, c'est bon. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Et Non. je crois que j'ai vu passer plein de choses intéressantes dans le chat, mais Ridan, tu parlais trop, j'ai pas eu le temps de les redire. Je suis désolé, et moi aussi j'ai accès au chat et j'ai pas le temps de vous lire et ça a l'air vachement sympa. C'était juste pour Pourtant. balancer sur quelqu'un au hasard, c'est tombé sur toi. On va passer aux répliques. Alors il y en avait plein dans cet épisode-là. Il y en avait absolument plein. On a parlé déjà de quelques-unes. Namand en a cité une aussi de Viserys tout à l'heure. Il y a celle-là, moi, qui m'a bien plu. Où ça résume en une phrase enfin, le problème de Viserys qui veut faire plaisir à tout le monde. Il veut toujours bien faire et à force de vouloir bien faire, il fait rien. Et il est paralysé par sa peur de faire mal ou de blesser quelqu'un. Alors, il veut faire plaisir à sa main, il veut faire plaisir à sa femme, à sa fille, à Strong qui est son maître des lois qui dit des choses vraies mais il peut pas l'écouter non plus. Bref, il veut tout bien faire et il fait tout mal. Et cette phrase, bah voilà, pour moi, elle résume tout ce que je pense de ce personnage. Je trouve qu'elle est bien écrite et je sais pas quoi dire de plus, à part que j'aime beaucoup cette phrase et que pour moi c'est la phrase de l'épisode. Ben, je suis assez d'accord avec toi pour dire que ça caractérise très très bien Viserys et son dilemme, ses dilemmes, hein. Et j'ai l'impression que c'est souvent le problème auquel sont confrontées les personnes qu'on voit régner. Je me demande d'ailleurs, maintenant que je la vois réécrite, si c'est pas une phrase qui est dans ADWD et qui est prononcée par Jon, ou si Jon n'a pas une réflexion à peu près similaire à ça. Je ne me souviens plus. Ou alors, à moins que ce ne soit Daenerys. Et je me demande s'il n'y a Ça pas un irait bien avec personnage Jon à un en tout cas. moment donné qui dit ça. Je crois que c'est Jon. Je rechercherai. Vous avez tout dit? On peut passer à cette deuxième jolie phrase. Très Là, intéressante, hein. Parce que effectivement, hein, il n'existe pas au-dessus des traditions et des devoirs. En même temps, il nomme Rhaenyra son héritière, mais en même temps, il veut qu'elle soit heureuse en choisissant qui, limite, elle voudrait qui elle pourrait vouloir épouser. Et je te dis ce que je dois faire, mais je le fais pas totalement. Bah faites ce que je dis, faites pas ce que je fais quoi, c'est son Ouais, problème. voilà. oui, c'est vrai que là-dessus, c'est assez ironique. Je n'existe pas au-dessus des traditions et du devoir. Enfin, bon, mec, tu t'es marié par convenance plus que par arrangement politique. Tu laisses ta fille choisir son mari. Bon, remarque ça, il prononce cette phrase-là avant de la laisser choisir, tu me diras. Mais comme tu dis, hein, il a quand même désigné une héritière qui n'est pas son héritière légale, enfin qui ne l'est plus en tout cas désormais. Bon, ben voilà, tu te rends compte en fait que c'est pas tout à fait vrai et en même temps, c'est vrai que ça résume quand même pas mal là encore, pas mal de problématiques liées à la royauté en fait. Parce que, ouais, ok, t'es roi. Seulement, t'as quand même cette chape de plomb au-dessus de toi qui constituait des traditions, du devoir, des précédents historiques. Et ben, même en étant roi, tu peux pas tout faire. Ceux qui ont essayé ont eu des problèmes, Maegor au hasard, dont par on parle exemple. déjà beaucoup dans les épisodes 1 et 2. Là on en a pas entendu parler cette Exact. fois-ci. Non, on a plus parlé de Jaehaerys Oui, dans cet épisode-là. mais Jaehaerys on l'avait vu rapidement dans le prologue du premier épisode. Mm. Et là il y a une belle petite phrase de Strong. J'oublie toujours son prénom, je suis désolé, je l'appelle Strong parce que j'oublie son prénom. Lionel, Lionel. On va l'appeler Lio. je sens que ça va te faire plaisir, ça. Oui, appelons-le Lio. Après Jaja, on n'est plus à ça près, hein. Ouais, c'est vrai. Donc après ces deux petites phrases, passons au costume. Alors il y en a Moi, moins. j'avais aussi une autre Ouais, phrase qui m'avait marqué quand je même. t'en prie. Alors, j'avais énormément aimé celle de Namande, mais il y en a une autre à un moment donné que j'aime beaucoup. C'est au moment de l'échange entre Otto et Alicent.
Le moment où tu sens qu'Alicent, elle essaye quand même de défendre sa copine, tu vois, parce que c'est sa copine, et elle dit ouais, mais non, mais Viserys, il a quand même désigné Rhaenyra comme héritière. Et là, t'as Otto qui la regarde et qui lui dit oui, non, mais même si c'était Jaehaerys ressuscité, ça reste une femme. Et c'est violent, c'est ignoble, mais d'un autre côté, C'est bah, ça résume en fait très bien l'ordre des choses dont parlait Rhaenys dans l'épisode 2. Et ça dit tout ce qu'il y a à dire en fait. Tu t'as bien vu au cours de l'épisode que et Oberyn Hightower et Jason Lannister étaient partis dans l'idée que bah, de toute façon maintenant il y a un petit mec, donc allez, c'est lui l'héritier et elle compte plus. c'est Et je évident dans la pense tête de qu'ils tout le sont monde, ouais. assez, ouais, je pense qu'ils sont assez représentatifs du royaume en fait. Beaucoup de gens doivent penser comme ça. Si Jason est représentatif du royaume, Ah oui, je pense. Je pense que Jason Lannister est très représentatif de ce que doivent être les sept couronnes. Le beau c'est ultime. ça. À faire des concours de tub en se demandant qui a la plus grande entre Castaral Rock et la Voilà. grande tour de Villevielle. Il a un gros Je château, crois il que a c'est beaucoup moi. d'argent et il a une grosse lance. Et... Mais Rhaenyra lui répond bien. Il y a une petite réponse sur. J'avais remarqué avec. Enfin, quand il se présente en tant que Jason Lannister, il dit oui, j'avais compris avec tous ces lions. Je crois qu'elle se fout un peu elle se fout un peu de lui à ce moment-là et ça m'a beaucoup fait rire. Légèrement, très légèrement. Voilà. Enfin, bref, il y en a plein. Celle avec les gâteaux. Il y a plein de petites punchlines sympas. Alors sur les costumes maintenant, ça c'est le point Christian Cole. Ça y est, Ah on peut bah pas s'en oui. passer. Non. J'avoue que c'est vraiment du fan service. On fait du fan service dans le fan service. Ouais. Mais tout à l'heure on parlait de je parlais de son armure matelassée, pardon. Je couperai ça au montage. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Donc oui, c'est Namand qui avait une. Ouais, ça fait pas faux. Ça fait vraiment. Enfin, sa tenue. Là, il a plus justement la partie cuirassée, en métal. Je sais pas Ouais, comment cuirassé, oui. c'est. Enfin, ça, Oui, c'est oui. bien. Il a plus. Mais enfin, c'est très réel. Moi, j'ai vu un. Je sais pas si vous avez vu Camelot, le film. Oui. Les costumes, mais ça m'a sorti du film. Tellement il faisait faux. Et tu peux avoir peur dans certaines séries de cet acabit médiéval, fantastique, etc., malgré le budget de ce que ça pourrait donner. Là, ça va bien au petit Criston quand même. Pas fake. Un rien à l'habit, hein, ce petit En Criston. Hein. plus d'être beau, ça fait pas fake. Gambison, merci. J'avais perdu le mot. Je perds beaucoup mes mots aujourd'hui. Hein. C'est Pas la beaucoup tisane, dormi. ça. La tisane, ouais. J'aurais peut-être dû mettre autre chose dedans. Non, non, la tisane, c'est très bien. Donc voilà, petit Kristen Cole qui a fait son apparition et effectivement, bah on y croit. En fait voilà, on y croit. Et globalement toute la scène dans la forêt, à part quand le sanglier débarque et qui se fait tirer en arrière par son câble, fait relativement vrai, je trouve. Mm. Et autre costume, alors on a mis un peu les deux, ça se passe au même moment, entre la robe de Rhaenyra et enfin la robe armure, je sais pas trop comment on peut dire, avec ses épaulettes en écaille de dragon. Et la. Oui, ça fait très guerrière, je trouve. Moi, quand j'ai vu cette tenue, j'ai vu la Rhaenyra guerrière qui va pas se laisser marcher sur les pieds, Hmm. qui va grandir pour être une femme puissante. Et ce côté a été renforcé en plus avec la scène avec le sanglier, quand elle revient, c'est pas Oui, forcément la même chose, mais elle quand fait elle une belle revient entrée. couverte de sang au niveau du visage, ça se rappelle en plus avec son oncle à la fin où la scène finit, visage couvert de sang. Et pour moi, ça représente des guerriers en fait. C'est une tenue de guerrière. On va pas aller à l'égard avec ça, mais c'est une tenue de femme puissante. Et c'est sûr que ça rappelle son armure, sa tenue de monte quand elle est sur son dragon, Oui. avec le bas qui est un peu pareil en écaille de dragon. Enfin, tout rappelle le dragon chez elle, alors que chez Alicente, c'est l'exact opposé, quoi. Alors, sa robe est magnifique, y a rien à dire, mais voilà, on te fait comprendre par les costumes que elles vont être opposées, quoi. Elles ont pas le même rôle, elles ont pas le même poids. Ça se voit d'ailleurs Puis voilà. dans le rapport avec le chanteur. Hein. La Oui, princesse te demande de pauvre. continuer. Ouais, bah la reine te dit de dégager. Bon, allez, hop, je prends mes clics et mes claques et je me sauve. Une pensée émue pour Jaskier qui se retrouve pris entre deux feux. Parce qu'on est Alors ce d'accord tous que personnage, c'est Jaskier de The Witcher, hein, ce personnage. Oui, clairement.
Oui, mais ils lui ont donné le prénom de Samuel, et à mon avis, c'est tout à fait voulu. C'est vrai qu'il s'appelle Samuel. Et pourquoi tu dis que c'est voulu, Eridan? Je pense que c'est là encore un clin d'œil au livre parce que dans les livres, tu as Samuel Tarly qui est très fan d'histoire justement et le faire revenir là en tant que chanteur, je pense que ça peut être un petit clin d'œil. Après, léger, hein. Il y a eu beaucoup d'autres clins d'œil au livre qui ont été faits dans cet épisode, et ça fait déjà depuis l'épisode 1 qu'ils font plein de clins d'œil au livre. À un moment donné, ils évoquent Johanna Swan, elle aussi, elle a le droit à son petit moment de gloire dans Feu et Sang. Le fait que Castral Rock soit 3 fois plus grand que le mur ou la Grand Tour, c'est pas juste une vantardise de Jason Lannister, c'est un truc que Yandel dit dans son énorme pavé. Enfin, c'est aussi une vantardise quand même, on est d'accord. Mais c'est aussi c'est aussi un concours de beats. Soyons très honnêtes. Je rigole Le parce coup que de je vois le parler des Bard, filles c'est un de iPod Jairis, humain, je suis désolé. Ça m'a fait rire. c'est vrai. Bah, après, il en connaît qu'une seule de chanson a priori, hein. Mais non, il en demande, En tout il cas, a envie d'en Rhaenyra, chanter elle une lui demande autre. d'en chanter que d'une. Lui, il a envie d'en chanter une autre, mais Mm. elle est sur l'appuie sur le bouton repeat one et puis ça répète en boucle, quoi. Mm. Et bien voilà. Ah, de toute façon, depuis le début de la série, les costumes sont globalement très très bons, non? Oui. Je pense qu'il y a pas, il y en a. Alors tout à l'heure, on nous parlait de la robe de d'Aema quand elle est enceinte. Je sais plus qui nous disait qu'elle était affreuse. Donc ça m'a pas laissé un souvenir. Moi non plus. J'essaie de retrouver qui est-ce qui a dit ça. De toute façon, Aema n'a pas laissé un souvenir. Elle fait 10 minutes d'apparition. C'est ça. J'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup soigné ces costumes. Après, on dit qu'ils sont magnifiques, oui. Mais par contre, Naman disait qu'il faisait vrai. C'est pas le cas de toutes les tenues, hein. Genre la tenue de tournoi de Daemon, par exemple. C'était affreux. Bah, Mais Mais avec là, le casque dans ouvert, le- c'est. il y a des choses qui font plus fantasy que d'autres, en fait. Mm. Mais après, oui, ça reste de la belle facture. Le casque sans visière, c'est vrai qu'il a un petit chouille en plus. Alors c'est Yoda qui disait que la robe était moche, parce qu'apparemment elle y tient beaucoup. Elle est ultra moche D'accord. même, pardon. Ouais, ultra moche. Ouais. Eh bien, eh ben, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur avant de passer aux attentes pour la suite de l'épisode 4. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre dont vous vouliez parler. On a déjà bien brassé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, le Twitch? Enfin, le chat. Dites-nous, le chat. Vous voulez qu'on parle d'autre chose? À part de Christian Cole. Ah, mais attends, avant qu'on parle d'autre chose, justement, et qu'on parle de nos attentes, il en est où notre petit sondage? Comme ça, les gens ont le temps de poser des Oui. questions et de Alors. réagir dans le chat. Alors, il y a eu 22 votants, avec Jason Lannister a quand même eu une voix. Alors, je sais pas qui est cette personne. Il y a Dénoncez-vous. des pros Lannister, ça existe encore. Alors, C'est des fou, pros ça. Lannister, je veux bien, mais des pros Jason Lannister, bon, tous les choix sont dans la nature. Un vote aussi pour Arwin Ford. C'est vrai qu'on le voit pas encore beaucoup. Et le premier, ça reste Aegon, le bébé de 2 ans. Voilà, avec 36%. Donc vous êtes tous dérangés. Voilà, félicitations. Vous êtes pas sympa avec cette pauvre Rhaenyra, les gens. En Vous deuxième, auriez la choisi paix quelqu'un dans les d'autre, j'aurais chaumières. critiqué aussi, hein, mais non, en deuxième, il y a Laenor. C'est quelqu'un qui a à peu près son âge, qui pourrait passer Et d'ailleurs, on politiquement. nous demande l'âge de Laenor. L'âge de Laenor, c'est vrai que c'est pas très clair avec ses sauts temporels d'un épisode à l'autre. Hmm. Il a bien grandi entre les deux épisodes. Il se passe près 3 ans. Je sais pas si l'épisode dit son âge explicitement. Non, et puis moi, Pour je moi, il a vais t'avouer, 13-14 j'ai ans, renoncé à suivre la chronologie, hein, honnêtement. Oui, et puis quelque chose bon, comme ça. après, je comprends la critique qui a été faite et elle est, enfin, on peut complètement l'entendre que les sauts temporels et du coup le changement d'acteur, ça soit un petit peu perturbant aussi pour resituer les personnages et pour Oui. notamment les Vélarions. Alors, ils sont pas nombreux Maintenant, les bon, Velaryon, donc ça va encore, on s'en sort, ils sont. Surtout que là, il n'y avait pas Rhaenyra, il n'y avait pas sa fille. Rhaenys, pardon, il n'y avait pas sa fille. Mais oui, ça fait un peu du monde qui change souvent. Et ça, c'est pas fini avec les deux autres actrices qui vont reprendre les rôles de Rhaenyra et Alicent. Mais quand on voit que Robb Stark a 15 ans, je crois, quand il commence à rentrer en guerre, si lui a 13-14 ans, finalement, c'est pas si choquant. Les acteurs font plus vieux, quoi. oh, bah là, je crois que c'est Théonat, celui qui interprète Laenor dans cet épisode-là. Je crois avoir vu passer qu'il avait 24 ans et il Oui, non. fait, hein, Lui, clairement. il fait ses 24 ans, mais le personnage doit avoir, oui, je pense, dans les 14 ans.
Je t'ai dit, moi, je suis complètement perdu. Je sais pas si on est en 105, en 106, en 119. On doit être en Voilà. 108 là. De toute façon, on sent bien que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à la danse, hein. On met en place Oui, mais ce qu'il bien faut. sûr. Et il y a Clermont qui nous dit 11 plus 3, il doit avoir 14 ans. On a des 15 ans. On avait 12 ans dans l'épisode d'avant, donc ça fait 15 ans. Ouais, ça tourne à peu près autour de ça. Les calculs sont à peu près bons. Et en troisième, je reviens sur le petit sondage, on avait Damon, son oncle. Donc c'est bien, avec 13%, ce qui fait qu'on a près de 40% des gens qui veulent que ça soit avec un bébé, soit avec son oncle. Et de toute façon, au sein de sa famille. Et oui, de toute façon, au sein de sa famille, tout à fait. Voilà, à peu près les 2 tiers qui sont d'accord pour les mariages consanguins. C'est très bien. C'est là où tu vois que les Targaryens ont complètement gagné là-dessus, hein. Oui, Ouais, nous on est incestueux, on a le droit. Le peuple. Ouais, ouais, ouais. après ils ont des dragons. Et, on le voit encore dans cet épisode, les dragons c'est quand même très cheaté pour toutes les négociations. Ça fait pas tout. Et personne à 13% aussi, égalité avec Daemon. Donc voilà. Et bien ceci étant dit, quelles sont vos attentes pour la suite? Qu'est-ce que vous attendez de l'épisode 4 ou de la suite de la saison 1, plus généralement? Une amende? Le retour de Damon et l'évolution de sa relation avec sa famille, notamment son frère. Ça, c'est quelque chose. Je suis plus hypée par les relations entre les personnages que les scènes d'action. Au-delà qu'elles Ouais. soient réussies ou pas, hein, ce qui m'a beaucoup attiré dans le Trône de Fer, c'est tout ça, c'est toutes les relations politiques, toutes les intrigues. C'est ça qui me plaît. Et donc, effectivement, c'est le retour de ce personnage au sein de sa famille. Et qu'est-ce que ça va faire? Je pense qu'on va voir ça vu la fin, enfin la fin de l'épisode étant lui en gros plan. J'espère. Et toi, Eridan? Bah, moi, je vais éviter de spoiler quiconque, donc je vais pas aller trop loin, mais j'ai vu le trailer et il m'a vendu pas mal de rêves. Un petit cauchemar aussi. Il y a quelque chose que je redoute beaucoup dans ce futur épisode, mais le trailer me donne très très envie de voir la suite de manière générale en fait. Je l'ai dit, hein, je vais adorer cette série de toute façon, même si je vais aussi beaucoup la critiquer quand elle va enfin, quand je vais ressortir de certains trucs, notamment de la bataille. Là, ça a été le cas. Mais j'ai très très hâte de voir la suite de manière globale, notamment l'évolution de Rhaenyra, parce que là, en fait, je trouve que on nous dit il y a une ellipse qui s'est passée, il y a 3 ans qui se sont passés. Ok, sauf que Rhaenyra, tu la retrouves comme elle était dans la fin de l'épisode 2 finalement. Donc je trouve que là-dessus, elle n'a pas eu encore le temps de beaucoup évoluer, de beaucoup mûrir. Et là, elle va peut-être sortir un petit peu de ce personnage un peu d'ado rebelle et un peu chouineuse aussi, mine de rien. Et elle va devenir sûrement un peu plus proactive et on va la voir un petit peu plus se placer dans le jeu des trônes, voir un petit peu les premiers mouvements, les premières décisions. J'ai hâte de voir ça. Il y a une question pour la suite d'Esclarmonde qui nous dit les filles Baratheon, c'est loin. Oui. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Eridan répond en longueur. Sûrement en saison 2. Et sinon, on Voilà. nous dit les jolis dragons, voir Christian Cole. Alors Yoda, il faut arrêter sur Christian Cole. Voir Ah non, mais Stormend. C'est vrai que je suis d'accord. c'est vrai que ça me. J'aimerais bien voir Stormend pas plus que les 3 fois où on les voit vite fait en saison 1 Hmm, de Game of Thrones. saison 2. Saison 2 peut-être. Ouais. Hmm, hmm. Bien. Et bah ça nous laisse pas mal de choses. Et toi, Ezor, du coup? Pour mes attentes, et bah Daemon. De toute façon, toutes mes réponses, ce sera Daemon. J'ai décidé que ce serait ça. Non, voir les nouveaux dragons. On va avoir des nouveaux dragons par la suite et qu'ils introduisent petit à petit. Et puis qu'on arrive. En fait, l'épisode 4, je suis curieux de voir ce que ça va être parce qu'on sait qu'à partir de l'épisode 5, il y aura les nouvelles actrices. Et ça devrait se ralentir très franchement pour rentrer dans un rythme plus sériel, avec un temps plus compressé. Et éviter d'avoir des sauts de 6 mois ou à 2 ans entre chaque épisode. Hmm. Donc je suis curieux de voir ce que ça va être l'épisode 4 avant d'enchaîner sur la partie vraiment Danse des Dragons dans l'épisode 5 et plus. Donc j'ai pas Toi, tu d'attente penses particulière, mais je suis curieux de cet épisode 4 et qui va être normalement la transition entre
on met l'action en place de l'épisode 1 à 4 et on commence vraiment la danse, enfin, ou en tout cas les prémices de la danse à l'épisode 5-6. Ah oui. Hmm. Bah, en tout cas, on rentre dedans, on peut pas commencer à se taper dessus tout de suite, mais je suis curieux de voir comment va être mené cet épisode 4. J'ai l'impression, moi, pour l'article de blog, du coup, parce que c'est moi qui vais faire la chronique de cet épisode. Parfait. Bien, et ben on a fait le tour de nos petites catégories. On dit on voit pas Accalmie dans Goth. Renly ne la prend pas dans les terres sauvages. Eh bah voilà, peut-être qu'on voyait pas Accalmie. Si, le Moi j'avais moment où souvenir qu'on voyait de Mélissandre loin. balance une lombre. Bah on voit dans les caves, mais on voit peut-être pas le château. C'est dans les caves et ouais, bah c'est les caves du château. Hein. Attends, oh. Bon, ben on verra donc dans les épisodes à venir si on finit par arriver à Stormend. Et ben je pense que commence presque à être l'heure. On va tenir en moins de 2 heures, Ah c'est bon. parfait. Moi, je vois pas le temps passer avec vous, c'est bien. Oh, c'est gentil. Et bien il nous reste juste à vous dire au revoir du coup. Ah Euh, non! Abonnez-vous, vous pouvez nous retrouver en replay sur YouTube et. Ah oui, non, pas important, il nous manque à savoir ce qu'on met dans les commentaires comme Bah oui! petit. Pardon, comme petit. On Une insère un amende. cerf. On Voilà, insère un cerf. Namande est contente de vous dire qu'il faut insérer un CR. Donc, On insère un cerf dans les commentaires. Parfait. oh, ça arrive en plus. Bien, voilà, donc l'emoji de cette fois-ci sera donc un petit CR dans les commentaires YouTube, qui sera Merci de nous disponible avoir suivis ce jusque-là. soir ou demain matin, suivant la disponibilité des uns et des autres. Voilà, on a fait le tour, j'ai rien oublié. Ça a l'air bon. Et ben, merci Namande et merci Eridan. Bah, merci à toi et Merci à tout le monde Merci. dans le chat, vous étiez nombreux et ça a bien C'était cool. discuté. Je suis désolé si j'ai pas pu relever tout le monde, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est toujours cool à lire. Et puis bah à la prochaine fois. Au revoir. ciao. Au revoir Salut. les gens!